autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous est présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Bonsoir à tous et bienvenue. Merci d'être toujours aussi nombreux de suivre NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Semaine marquée par la tourmente qui secoue le milieu universitaire en Côte d'Ivoire, singulièrement à la FESI, symbole de la tourmente, le siège en construction de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, la plus grande association estudiantine du pays, qui a été démolie par la force publique hier. Une démolition qui fait suite au meurtre, vous le savez, de Agui Mars Aubin Diagoué, dit Général Sorcier, un étudiant en Master 2, âgé de 49 ans et membre de cette association estudiantine, retrouvé mort lundi dernier à Abidjan. Depuis, les autorités ont pris le taureau par les cornes. La suspension à titre conservatoire de l'organisation a été prononcée jusqu'à nouvel ordre. La libération des chambres occupées de façon illégale et plus loin, le toilettage du fichier estudiantin, comment de lutte intestine entre rivaux au sein de l'organisation peut-elle influencer négativement l'environnement de formation de l'élite du pays? Faut-il mettre un terme définitif aux activités de la fédération, comme le supputent beaucoup d'entre vous? Autant de questions qui seront décryptées par nos analystes dans la première partie de cette émission. L'actualité décryptée ce soir, c'est aussi l'annonce cette semaine par le gouvernement de la hausse du prix borchant du cacao aux planteurs en Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de fèves, fixé à 1800 francs CFA. Le kilo pour la grande campagne de commercialisation à venir est supérieur de 20% au prix de la récolte intermédiaire et atteint un record après une année marquée par une flambée des cours sur les marchés internationaux. Et puis, en toute fin d'émission, nous évoquerons la rencontre, toujours lundi dernier, des hauts dirigeants et membres clés de toutes les institutions du parti au pouvoir, le RHDP. Au menu de cette réunion, en présence du chef de l'État, l'élection présidentielle d'octobre 2025, les sujets de discussion ont principalement tourné autour de la révision de la liste électorale et de la réorganisation du parti. Voilà pour le sommaire important qui nous attend ce soir. Avec moi en plateau, je reçois pour vous, chez vous, professeur Henri Ba. Vous êtes professeur titulaire de philosophie politique et sociale à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Par ailleurs, vous êtes qualiticien. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Delassou. Première participation à NCI 360. Merci beaucoup d'être là. Je vous en prie. Merci beaucoup. Monsieur Rouland Anselme, vous êtes spécialiste de la formation et du marketing, secrétaire national technique chargé de la jeunesse au sein du PPACI. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Delassou. Comment vous allez? Je vais bien. Très bien, merci d'être là. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Serge Kofi, vous êtes ancien secrétaire général de la FESI, par ailleurs ingénieur, consultant en génie électrique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Delassou. Comment vous allez? Très bien. Parfait, merci beaucoup d'être là. Un peu triste, mais ça va. Merci beaucoup. Geoffroy Julien Kouaou, vous êtes juriste constitutionnaliste, éditorialiste. Bonsoir et bienvenue, Geoffroy. Bonsoir, Ali. Ça faisait un moment, tout va bien? Très bien. Parfait, très heureux de vous retrouver en tout cas ce soir. Et tout à l'heure, nous serons rejoints dans quelques instants seulement par Yacouba Doumbia, qui est journaliste au quotidien L'Avenir. Monsieur, je vous le disais, ces derniers jours, la mort de Ziggy Mars, alias Général Sorcier, a fait couler beaucoup d'encre et de salive en Côte d'Ivoire. L'homme âgé de 49 ans aurait été assassiné par des membres de la FESI, association estudiantine au sein de laquelle il militait. Ce meurtre, qui vient s'ajouter à plusieurs autres violences attribuées à des membres de cette organisation, suscite au sein de la population l'indignation et pose la question de l'avenir de ce mouvement estudiantin. Avant d'ouvrir le débat, je vous propose de voir ce sujet de Nadia Eja. Une décision que l'État a prise. Si c'est une suspension, comment on appelle ça, préventive, c'est une bonne chose. La décision du gouvernement est bienvenue. Parce que nous sommes fatigués. Quand l'enfant a parti payer, de CP1 jusqu'à il va arriver à l'université, tu as payé, tu as fait tout. Puis demain, il va venir devenir syndicaliste. Tu apprends que ton enfant est mort. Il faut chercher les véritables coupables, n'est-ce pas, qui répondent civilement et pénalement de leurs actions dans les règles, n'est-ce pas, des tests et lois en vigueur. Âgé de 49 ans, l'étudiant en Master 2 est une énième victime des violences nées des dissensions au sein de cette association de défense des droits des élèves et des étudiants, connue pour ses méthodes musclées. À un moment, on nous imposait des droits vraiment au niveau des inscriptions pour des droits des FESI. On a l'impression que souvent les étudiants sont un peu sous pression de la FESI. Ici, à Cocody, à Bouaké, on a eu des cas où des étudiants ont violenté, n'est-ce pas, leurs enseignants, des autorités, et non des moindres, qui étaient en train de faire une conférence, mais par le fait de ces actions syndicales mal contrôlées, l'autorité a dû
quitter Dardar l'université. Ce n'est pas joli. On a eu le temps des marchettes sur le campus. On a eu le temps des différents affrontements. Aujourd'hui, au lieu que nous allions à la réconciliation totale, nous sommes désolés de voir certains cas. Dans l'état actuel de la FESI, quand on me parle de FESI, là, je pense à une mafia qui est organisée. Faut-il pour autant dissoudre le mouvement? Sur la question, les avis restent partagés. Pour la plupart, il faut surtout un grand ménage au sein de l'organisation. Si on doit militer pas le retour, mais le retour dans une autre forme, peut-être qu'ils viennent avec un tout autre état d'esprit pour militer en faveur des étudiants, sans violence ni dégâts. Mais c'est l'impunité. Il ne faut pas transiger avec certaines choses, surtout dans le milieu. Serge Kofi, je commence par vous, parce que vous êtes ancien secrétaire général de la FESI. Vous avez incarné ce mouvement pendant quelques années. Alors, historiquement, cette organisation a été créée pour défendre les droits des étudiants en milieu universitaire. Et par la force des choses, vous avez entendu ce reportage, vous avez entendu les témoignages. Certains même parlent de mafia. Quand vous avez appris cette actualité relative à la mort de celui qu'on a appelé Général Sorcier, comment vous vous sentez? Est-ce que c'est ça l'objectif premier de la FESI? Bonsoir, M. Diarasouba, et puis merci de nous avoir invités sur votre plateau. Je vous avoue que c'est le cœur meurtri que je suis sur ce plateau parce qu'on ne pouvait pas ne pas venir non plus. Il faut bien que les Ivoiriens sachent l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Le général Diagoué Aubin, qui était secrétaire général d'une section à Bobo, je l'ai connu quand même en 2005, et sous un autre nom, il s'appelait Kaya Mangansisi. C'est pour dire, personnellement, je le connais. Et donc, allez-y comprendre que sa mort ne peut que m'affecter. C'est pour cela que je prends déjà les condoléances à sa famille biologique, à ses camarades de lutte, et je m'incline devant sa mémoire. Mais à côté de cela, j'avoue que nous sommes dépassés par les événements qui se passent aujourd'hui, où la vie humaine n'est même plus sacrée, où l'on peut tuer, enlever, séquestrer et tuer. Nous avons atteint, c'est-à-dire la limite de l'irréparable. Alors, je suis vraiment peiné. Et c'est là que je vais marquer. Tous les Ivoiriens sont peinés. Est-ce que, justement, avec ce drame, avec cette dérive, vous admettez que la FESI a toujours fonctionné ou fonctionne aujourd'hui comme une mafia? La FESI a toujours... L'objet de la FESI, c'est de défendre les intérêts moraux, académiques des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Et nous avons toujours travaillé dans ce registre depuis 1990, date de sa création. De 90 à 99, il y a eu une forme de violence qui s'était exercée sur le monde universitaire. C'était généralement la violence policière avec son corollaire de mort. Quand on parle de Péa Domé à Azopé en 91, quand on parle de Elélé Sombo Magès en 97 à Niamey, quand on parle d'Akpelé Marcelin en 97 à la cité universitaire d'Abobo, quand on parle de la descente de la FIRPAC du 17 au 18 mai 1991 sur les cités de Yopougon, c'est la violence policière. Ça, c'était une violence que l'État réglait à sa façon, même si les règlements n'étaient pas toujours bien faits. Et une autre forme de violence s'est installée après les événements politiques en Côte d'Ivoire avec le coup d'État de 99. Entre 1999 et 2010, il y a eu une autre forme de violence. Cette violence-là concernait les factions syndicales rivales en milieu universitaire. Donc des guerres intestines. Les affrontements. Cette vague de violence a provoqué aussi son corollaire de mort. La troisième vague, c'est celle qui s'est installée après 2010, où maintenant le modus operandi a changé. Des jeunes, en majorité nés dans les années 2000, qui n'ont connu que la guerre, sont devenus extrêmement violents et pour lesquels la négociation n'est pas la priorité. Et c'est malheureusement ça. Si vous voulez, voici les deux vagues, les trois séquences de violence que nous avons vécues. D'accord, on reviendra à vous tout à l'heure. Professeur Henri Bas, vous êtes acteur universitaire. Quand vous voyez tout ce qui se passe avec la FESI et d'autres mouvements de lutte en milieu universitaire, comment vous réagissez, vous? Bien, bonsoir, M. Diarasouba. Bienvenue. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Je vous en prie. Je suis d'une école avec grand E où lorsqu'on parle, il faut décliner son identité et il faut savoir ce dont on parle. Tout à l'heure, vous nous avez présenté, mais je voudrais par respect et par principe méthodique
dire à ceux qui nous écoutent en Côte d'Ivoire comme partout ailleurs dans le monde que je suis professeur Bahenri et je parlerai ici en tant que professeur Bahenri et qualiticien. Bien sûr. Je précise parce que justement nous sommes des acteurs pluriels. Je pourrais sans doute revenir ici demain en tant que chrétien, une autre fois peut-être en tant que sympathisant. Ah, vous avez plusieurs casquettes, d'accord, on l'entend bien. Autant que nous sommes ici, nous sommes des acteurs pluriels. D'accord. Mais aujourd'hui, c'est le professeur Ba. D'accord, professeur, allez-y, nous vous écoutons. Ceci dit, deuxième chose, quand on parle d'une chose, il faut la définir clairement. C'est quoi la FESI? Avant de répondre à votre question, la FESI, pour moi, je ne vais pas la définir de manière conceptuelle, comme on définit un triangle, comme une figure ayant trois côtés. Je vais définir la FESI à partir des faits. Comme ça, tout le monde comprendra mieux ce que je vais dire. La FESI, pour moi, c'est une organisation née en 90, au moment du multipartisme. C'est cela. Et avec tout ce que cela peut comporter comme implication, parce qu'en son temps, à l'université, il n'y avait que l'UNESU, qui était un mouvement, le MERCI, qui était le mouvement des élèves étudiants de Côte d'Ivoire. La FESI naît donc en 90 avec le multipartisme, avec d'autres partis politiques. Après, nous arrivons en 99. En 99, la Côte d'Ivoire connaît son premier coup d'État et un des leaders de la FESI, ce sont des faits, vient à la télévision et il dit publiquement que la FESI a atteint son objectif parce qu'un des objectifs de la FESI, c'était de faire tomber le PDCI. Autre fait, un troisième fait, nous arrivons en 2000, en 2002 ou en 2000, avec la violence qui s'est installée dans le champ politique, avec les partis de l'opposition d'hier qui sont devenus des rivaux, qui deviennent des adversaires, avec tout ce que cela a pu comporter comme violence. Et la FESI connaît des factions rivales en son sein. Une partie de la FESI, en 2002, descend vers la zone gouvernementale. Elle garde le nom de FESI. Une autre partie reste dans la zone nord, gérée par la rébellion. Elle prend le nom de ceux-ci. Et aujourd'hui, dans nos universités, vous trouverez le ceux-ci à Boaké, à Korogo au nord, et vous trouvez la FESI au sud. Quand j'ai planté ces faits, la FESI pour moi c'est quoi? La FESI pour moi c'est donc à partir de ces faits, c'est une organisation d'étudiants née dans un courant politique violent et qui s'est nourrie du lait de la politique. Voilà comment je définis la FESI. La question que vous me posez, c'est comment nous vivons ces faits. Malheureusement, nous sommes tristes parce qu'en tant qu'enseignant, moi j'ai commencé à enseigner en 2002, nous avons géré la FESI, nous avons collaboré avec la FESI, nous avons subi la FESI et nous sommes aujourd'hui tristes de constater que nos étudiants, nos jeunes frères sont dans cet environnement violent. Ben, cette violence de la FESI, il faut la comprendre par rapport au contexte que j'ai présenté tantôt, mais il faut la comprendre aussi par rapport dans un environnement, dans un contexte, j'allais dire, systémique et organique. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure parce que nous disons FESI, mais tout ce que je vous ai décrit s'installe en Côte d'Ivoire, s'opère en Côte d'Ivoire. Et la FESI n'est pas un empire dans un empire, c'est une organisation dans un pays qui connaît son mouvement, son histoire. Khalilou Koulibaly, est-ce que vous qualifierez la FESI et d'autres organisations, comme a pu le citer professeur Ba, d'organisations de mafia? Je voudrais que ce soit ma chute, après quelques analyses. Bien sûr, allez-y. Plutôt que de poser ça comme un Bien sûr, allez-y. Plutôt que de poser ça comme un postulat. Alors, à pareille circonstance, je vais poursuivre les autres. Il est difficile de trouver des mots justes pour exprimer ce que l'on ressent, surtout quand il y a mort. Mort de quelqu'un qui avait un destin universitaire. Son âge m'importe peu, mais qui a été tué par un autre être humain. À partir de ce moment-là, j'ai un double sentiment. Un sentiment d'effroi et un sentiment de colère. L'effroi parce que c'est une horreur de supplice commis par un être humain sur un être humain dans l'enceinte d'une université. Du temple du savoir. J'allais en venir. Et le sentiment de colère, par contre, oui, quand on va extirper quelqu'un d'un bar, dit-on, pour l'amener sur le temple du savoir, pour l'exécuter à coups de machette, l'université paraît donc quitter son domaine de prédilection qui est le temple du savoir pour migrer vers un couloir de la mort où aucun destin n'est prévisible, aucun bon destin n'est prévisible si ce n'est la mort, parce que quand on n'est pas membre de la FESI, on est voué à la mort. C'est ce que ça sous-entend. L'élément que vous avez passé est parlant. Tout ce que nous avons entendu, il n'y a pas un seul qui a parlé du bien de la FESI.
je n'ai pas constaté l'avis d'un seul qui a parlé bien de la FESI. À partir de ce moment-là, ça veut dire que la FESI pose problème à la Côte d'Ivoire. Et la décision qui a été prise par 5 ministères, et non des moindres, 2 non des moindres, qui sont des ministères régaliens. La défense, la sécurité. La défense, la sécurité, plus les ministères techniques, en dit long, pour montrer la gravité de la chose. Donc pour moi, la FESI est un monstre face à qui il faut déclarer la guerre. Parce que personne n'acceptera de voir son fils au terme d'un chemin. Quand on arrive à l'université, c'est quasiment l'achèvement d'un parcours pour le voir mourir de cette façon-là. Donc je suis triste pour cette organisation qui n'a fait que du mal à la Côte d'Ivoire. Très bien. Geoffroy-Julien Kouao, professeur Ba, disait tout à l'heure que c'est une organisation qui est née pour défendre, certes, les droits des étudiants en milieu universitaire, mais qui finalement a été biberonnée par des formations politiques dans un environnement qu'il a décrit lui-même. Est-ce que vous partagez ce postulat? Vous savez, parler de la FESI renvoie à parler de l'école ivoirienne, qui, malheureusement, depuis 3 décennies, rime au rythme de la violence. Quels sont les éléments explicatifs de cette situation? J'en vois 3. D'abord idéologique, ensuite politique et enfin démographique. Sur le plan idéologique, et mon ami Ba-Henri l'a dit tout à l'heure, la FESI naît dans un contexte. De 60 à 90, nous avons connu le parti unique, la pensée unique, avec le PDCI-RDA. Et une des structures du PDCI était le MEICI. C'est cela. Le mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Et évidemment, ce mouvement censé représenter les étudiants ne faisait qu'accompagner le parti et évidemment ne faisait qu'à censer les mesures prises par le parti et les gouvernants au niveau scolaire et universitaire. Et puis, en 90, c'est le multipartisme, c'est l'expression plurielle. D'autres organisations sont créées, dont la FESI. La FESI, au départ, s'impose comme une association qui défend les intérêts des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. La FESI s'inscrit donc dans une posture d'association de revendication. Cela ne plaît pas, évidemment, à la direction universitaire, dont la réaction sera la répression. Et comme toute action appelle une réaction, la FESI va réagir et ce sont les premières violences. Deuxième explication, politique. En 90, c'est le multipartisme. Des partis naissent, des partis autres que le PDCI-RDA. Et la plupart des enseignants, la plupart des dirigeants de ces partis, de ces nouveaux partis, sont des enseignants, spécialement des universitaires. Vous savez que la politique, par définition, est géographique. Et donc, ces enseignants, responsables de partis politiques, vont chercher à recruter, n'est-ce pas, des militants dans leur milieu professionnel, c'est-à-dire à l'école. Le milieu naturel. Leur milieu naturel. Le PDCI va réagir en mettant en place un certain nombre d'associations. Autrement dit, les querelles politiques sont transposées dans le milieu scolaire et universitaire. Deuxième explication, des violences sur le campus et les écoles, les milieux scolaires en Côte d'Ivoire. Troisième explication, c'est l'explication démographique. C'est Karl Marx qui disait, et je cite de mémoire, « Ce sont les conditions matérielles d'existence qui déterminent la conscience. » Nous avons aujourd'hui, dans le district d'Abidjan, 120 000 étudiants pour 6 000
lits, c'est-à-dire un lit pour 26 étudiants. Nous avons donc une surpopulation estudiantine. Et le cadre académique ne répond pas aux exigences modernes de formation. Tout à l'heure, vous avez vu, dans votre reportage, il est dit que 32 salles de cours sont transformées en dortoirs. C'est cela. Ça veut dire que c'est un échec de gouvernance. Et là où il y a surpopulation, il y a un nombre d'éléments conflictuels. C'est ce qui explique, évidemment, les violences au niveau de l'université. Très bien. Une fois qu'on a planté le décor des causes explicatives, il est évident que les solutions apparaissent comme de la palissade. Très bien. Anselme Moula, comment vous réagissez à la suite de Geoffroy? Merci beaucoup, M. Diarra-Souba. Je voudrais commencer par faire une précision. Allez-y. Vous m'avez présenté comme étant un spécialiste de la formation et du marketing. Oui. Oui, je viens. Vous travaillez dans un cabinet où vous faites cela? Voilà, je suis chargé de formation et de marketing. La précision peut paraître anodine, mais elle est détail. Ceci dit... D'accord, très bien. Ceci dit... Je vous le concède. Ceci dit, vous avez dit une tragédie de trop. Monsieur Diarra-Souba, une mort est une tragédie. On est d'accord. Une mort, ou du moins la vie, elle est sacrée. La vie est une fin en soi. La vie est une fin en soi, et ça, c'est donc en soi. Mais aujourd'hui, vous avez constaté que notre parti, d'abord, que je représente ici aujourd'hui, le PPACI, le Parti Africain Côte d'Ivoire, le PPACI, a produit une déclaration. Une déclaration dans laquelle elle a déploré et condamné l'assassinat, je ne dis pas bien du terme assassinat, de M. Agui Mac Aubin Diago. Mais pourquoi le parti l'a fait? Parce que pour nous, la vie est une fin en soi. Et nous l'avons dit tout à l'heure. Et c'est pourquoi je voudrais que la lumière soit faite sur cet assassinat-là. Nous avons salué la célérité avec laquelle le procureur de la République s'est saisi du dossier. Mais il faudrait que la lumière soit faite et que tout soit sûr et que chacun sache qui a fait quoi et pourquoi ça a été fait. Et c'est important. Je voulais continuer. Oui, bien sûr, allez-y. Okay. Donc, après avoir dit cela, excusez-moi autant pour moi, nous voulons rappeler que ce n'est pas les seuls faits en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les seuls faits en Côte d'Ivoire pour lesquels la lumière n'a pas été faite. Il y a eu beaucoup d'assassinats et nous souhaitons que la lumière, comme le procureur s'est saisi de ce dossier avec célérité, nous souhaiterons que la lumière soit faite sur les autres dossiers. D'accord, très bien. Yacouba Doumbia, vous n'êtes pas encore intervenu. Vous nous avez pris en marche. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, alors, j'ai écouté les différents interlocuteurs. Je pense qu'on utilise la langue de bois. Il ne faut pas qu'on utilise la langue de bois. La FESI, certes, a été créée pour, à l'origine, défendre les droits des étudiants. Mais en réalité, la FESI, c'est un instrument politique. C'est un instrument politique de gauche. Geoffroy l'a abordé, il n'est pas allé au fond du sujet. C'est un instrument politique de gauche. La FESI a été créée pour contrebalancer le pouvoir du PDC. Bien sûr, de mouvement en mouvement, il y a eu des guerres intestines. Mais la FESI est un mouvement de gauche. D'ailleurs, tous les secrétaires généraux, en tout cas la plupart des secrétaires généraux de la FESI que nous avons connus, se sont tous retrouvés à un moment donné, soit au FPI, qui est aujourd'hui le PPACI, soit dans des mouvements satellites pour soutenir le FPI. Quand on finit de planter ainsi ce décor, on ne peut que comprendre la réaction de la FESI. D'ailleurs, dès sa création, dans ses premiers balbutiements, le premier crime commis par la FESI, c'était le 17 juin 1991 sur Thierry Zébier. C'est d'ailleurs l'un des crimes qui a été judiciarisé. Il y a eu 7 personnes qui ont été arrêtées et la FESI avait été dissoute. Malheureusement, elle a continué de vivre. La deuxième phase, à partir de 1980, dans la deuxième phase de 90 à 2000, c'était la phase, comme on le disait, des violences au sein des cités universitaires. Mais la FESI a connu véritablement son heure de gloire de 2000 à 2010. Donc je suis très heureux d'entendre
mon interlocuteur, celui qui vient de me précéder, dire qu'il faut que toute la lumière soit faite. Bien évidemment, les 2 seules fois où les actions de la FESI ont été judiciarisées, c'est en 91 et maintenant. De 2000 à 2010, tous les crimes commis par la FESI n'ont connu aucune procédure judiciaire. Le 23 juin 2004, Habib Dodo a été enlevé à 13h. Et le lendemain, 24 juin, il a été retrouvé pendu. Il n'y a pas eu de suite judiciaire. Le même 23 juin, Richard Kwadio, militant AGCI, a été battu, laissé pour mort sur la route de Bassam. Ça n'a pas été judiciarisé. Un an après, soit le 23 juin 2005, Nathalie Soro a été violée sur le campus universitaire. L'affaire a été documentée, ça n'a pas été judiciarisé. En avril 2005, des étudiants de l'AGCI ont été humiliés à la gare nord d'Adjamé, transportés à la Cité Rouge, qui était considérée à l'époque comme une base militaire de la FESI. L'affaire n'a pas été judiciarisée. D'ailleurs, ces étudiants ont eu la vie sauve grâce à l'intervention du ministre de la Sécurité à l'époque. En novembre 2006, des enseignants ont été bastonnés par la FESI. L'affaire n'a pas été judiciarisée. Donc, que le PPACI dise qu'il faut que la lumière soit faite, oui, c'est une bonne chose. Mais le PPACI ne peut pas donner de leçons, justement, en ce qui concerne la judiciarisation des affaires de la FESI. D'ailleurs, la FESI, c'est son héritage. La FESI, en fait, c'est sa création. La FESI, c'est sa création. Aujourd'hui, il y a eu un fait sur le campus universitaire. On s'incline devant la dépouille mortelle de notre frère qui a été sauvagement tué. Là, le gouvernement a décidé de prendre des mesures. Il faut qu'on aille au bout. Moi, j'estime que la dissolution de la FESI, pour moi, ce n'est pas ça le problème. On souhaite tous la dissolution de la FESI. Ça avait déjà été dissous. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et ce qui s'est passé sur le campus doit remettre au cœur de la gouvernance des associations estudiantines l'excellence. En réalité, ce qui arrive, c'est parce que les associations estudiantines sur le campus ne sont pas gérées comme il le faut que ces genres de situations arrivent. Donc il faut mettre l'excellence au cœur de la gouvernance. D'ailleurs, une organisation médiocre, mais dirigée par des gens de qualité, a beaucoup plus de chances de réussir qu'une organisation de qualité dirigée par des gens médiocres. C'est ce que j'ai dit. D'accord. Voilà. Très bien. Je rappelle que nos téléspectateurs et internautes peuvent nous joindre au 27 21 59 91 00. Le numéro s'affiche au bas de votre écran. Vous pourrez participer à cette émission. Alors, j'aimerais entendre vos avis, en tout cas, sur la réaction de l'État dans cette crise. Alors, on l'a rappelé dans le reportage tout à l'heure, avec pour objectif de déguerpir les étudiants et autres individus occupant de façon illégale les chambres du CROA des 6 campus universitaires, la cité INSET, le campus 2001B, le campus 2000A, le campus 2001A, campus 2000B et campus ancien. Alors, il faut préciser, selon nos sources sécuritaires, que les étudiants déguerpis avaient été installés dans les chambres illégalement par les syndicats estudiantins, FESI, AGCI et autres, nous précise notre source. Alors, le reportage l'a rappelé, mais il est bon de revenir là-dessus pour celles et ceux qui nous prennent en marche. 436 chambres ont été libérées, 723 lits enlevés, 84 buanderies transformées en activités génératrices de revenus et dortoirs qui ont été fermés, 32 salles d'études transformées en dortoirs fermés, 3 quartiers généraux QG de la FESI détruits, le nouveau siège de l'organisation en construction a été également détruit, et 6 personnes ont été interpellées, dont 5 pour avoir filmé les forces de l'ordre et de sécurité dans l'exercice de leurs fonctions. Merci en tout cas aux forces de l'ordre qui ont fait cette opération. Il n'y a eu aucune bavure de ce que l'on sait. Est-ce que vous estimez que la réaction du gouvernement dans cette affaire est juste, est appropriée, ou il faut aller plus loin, Serge Kofi? Notamment la mesure de suspendre l'organisation, toutes les organisations, à titre conservatoire. Nous avons déjà, en ce qui concerne les anciens que nous sommes, produit une déclaration par la voix de notre plus ancien AIPO Martial, professeur PhD AIPO Martial, pour saluer l'initiative courageuse du gouvernement qui est de faire la lumière sur cette affaire. À cet effet, nous avons demandé dans notre déclaration que tout soit mis en œuvre pour ne pas un seul obstacle s'oppose à la procédure, parce que tout le monde a hâte de voir la lumière faite sur cette affaire. Vous voyez qu'il faut féliciter le gouvernement pour cette grande première, où le gouvernement, dans un
délai aussi bref, appréhende des personnes pour nécessité d'enquête et engage une procédure. Vous voyez qu'il est difficile de parler beaucoup parce qu'une procédure judiciaire est en cours. Et il ne faut pas trop parler parce que l'instruction se poursuit. Il va y avoir un procès. Les auteurs, les coupables seront identifiés. C'est en ce moment-là que la FESI aura les moyens nécessaires de mieux s'exprimer. C'est justement à partir de ce moment que ceux qui pensent que la FESI est un monstre qu'il faut combattre sauront que certainement ils se sont trompés. Pourquoi ils se seraient trompés? Mais pourquoi c'est grave même de l'affirmer que la FESI est un monstre qu'il faut combattre. La personne morale de la FESI est un monstre qu'il faut combattre. En quoi est-ce que la procédure qui est en cours a déjà engagé la personnalité morale de la FESI? C'est grave ces propos. Si c'est à cause des crimes qui ont été commis, c'est grave. Nous félicitons le gouvernement qui est en train de prendre le taureau par le col pour dire aux Ivoiriens que l'impunité, c'est terminé. Il faut bien, à un moment donné, arrêter. Et c'est ce que nous encourageons. Nous saluons cela. Mais de là à dire que la FESI est un monstre qu'il faut abattre, mais la conséquence des actions des partis politiques en Côte d'Ivoire ici ont créé plus de morts que la FESI. Je ne justifie rien. Mais on n'a jamais dit qu'un parti politique, dans le microcosme politique de la Côte d'Ivoire, est un monstre qu'il faut abattre. On n'a jamais dit ça. Mais je vois que c'est fait aussi les jours à beaucoup de cadres dans ce pays qui quand même sont passés par... C'est une école de formation. Nous ne sommes pas un monstre et nous le refusons. Est-ce que c'est parce que c'est une école de formation que les cadres sont sortis de l'université en passant par la FESI, que s'il y a des violences, que les gens ne soient pas en droit, en mesure de demander des sanctions dures contre la FESI? Mais les sanctions sont en cours, oui, bien sûr, on est d'accord. Les sanctions sont en cours. Une procédure judiciaire poursuit son chemin. On est d'accord. Il aura procès, il aura sanction. Non, parce que et j'ai ce eu n'est même l'impression pas la que tout à première l'heure, sanction. vous aviez l'impression que finalement la victime c'était la FESI. Mais non, c'est comme ça qu'on présente la chose justement. C'est comme ça que celui qui a dit que la FESI est un monstre qu'il faut abattre a fait un procès trop spontané. D'accord. Il y a des auteurs, c'est un acte pénal et l'action pénale, elle est individuellement à sanctionner et chacun va répondre de ses actes. Absolument. Et c'est pour cela que nous encourageons la procédure. Et c'est pour ça qu'il faut faire le distinguo net entre le déguerpissement des étudiants qui s'est fait à l'université, qui est une opération du CROU, et puis la procédure judiciaire en cours qui vise à arrêter les auteurs et co-auteurs d'un meurtre crapuleux qui a été commis sur le campus. Si nous ne faisons pas le distinguo, mais on risque de créer un amalgame qui va faire que tout ira dans tous les sens et la lumière qu'on cherche à être apportée sur une affaire, on risque de partir dans tous les sens et puis ne même pas savoir de quoi on veut parler. Très bien. Alors, M. Alou Konan, vous nous appelez de Kounfao. Je reviendrai à vous tout à l'heure. Professeur Ba, ce sera à vous ensuite. M. Oula, Anselme. M. Alou Konan, c'est à vous maintenant. Vous nous appelez de Kounfao. Kounfao, c'est dans l'est de la Côte d'Ivoire. Bonsoir et bienvenue. Ok. Bonsoir, M. Ali Biarasouba. Nous vous écoutons très rapidement. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le décor que vous avez présenté par rapport à la FESI. Il faut dire que ce syndicat, d'abord, je voulais d'abord remercier l'État de Côte d'Ivoire. Vous m'entendez? On vous entend très bien. Voilà, je voulais d'abord remercier l'État de Côte d'Ivoire par rapport aux décisions prises. Mais c'est pas la première fois la FESI est dissoute, et puis chaque fois, elle renaît. Moi, j'ai une mauvaise expérience de la FESI, parce que j'ai vécu au campus de la cité universitaire de 99 en 2007. Je sais de quoi je parle. Serge Kofi qui parle actuellement, je le connais très bien. Très bien. C'est pas lui. Aujourd'hui, il défend. Aujourd'hui, je suis surpris qu'il soit étonné devant cette violence-là. Mais c'est sous le régime, il y a eu tout ça. Depuis les secrétaires généraux qui sont sur la FESI, il y a toujours eu la violence. Même sous Covid-16, il y a eu plus de violence sous le régime de Covid-16 que tout. Moi, j'étais au Covid 2001. La FESI a été créée dans un contexte de violence. Depuis, Dieu merci, tous les débatteurs sur le plateau ont planté le décor. L'État de Côte d'Ivoire a pris une décision salutaire. Mais je demande à l'État de Côte d'Ivoire cette fois d'être ferme. Pour vous, il faut dissoudre l'organisation? Bon, dissoudre c'est trop dit. Mais il y a un débat qui l'a dit tout à l'heure. Il faut chercher vraiment les gens qui vont à l'école pour diriger la FESI. D'accord. Regardez un peu, s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de piétiner la mémoire de celui qui est décédé. À 49 ans, être encore la FESI, excusez-moi du thème, mais quand même, c'est chercher les gens, vraiment les gens responsables de diriger ce syndicat. D'accord, très bien. La société, mais trouver quand même des gens responsables. On vous a bien... sur le campus universitaire, ce qui s'est passé sur le campus pendant ces années-là, franchement,
Si vous permettez, à l'aide des... On vous a bien compris. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Alou Konan, de nous avoir appelé depuis Confao. Serge Kofi, je suis obligé de vous donner la parole tout à l'heure, puisqu'il vous a mis en cause tout de suite. Professeur Henri Ba, c'est à vous. Est-ce que la réaction du gouvernement est justifiée et elle est bonne, ou il faut aller plus loin, selon vous? Avant de répondre à votre question, vous savez, au village, quand les sorciers tuent quelqu'un, un autre sorcier vient, il gifle celui qu'on a pris. Et quand il le gifle, on croirait qu'il est innocent. Et après, quand les faits se déroulent, on découvre qu'il faisait partie lui aussi de la confrérie des sorciers. Moi, je souhaiterais ici, il y a eu mort d'homme, et le professeur Kwawa a planté tout à l'heure le décor suite à ce que j'ai dit. Faisons attention, pour moi, le débat n'est pas de s'accuser en parti politique. Le débat, c'est de voir comment nous sortons. On est d'accord. Parce que ce que nous avons dit tout à l'heure, les partis politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, peut-être à l'exception du PDCI, parce que dans le décor qu'on a planté tout à l'heure, la FESI a été créée contre le PDCI. Et les partis politiques qui ont créé la FESI, il a dit tout à l'heure, ce sont des universitaires. Les universitaires, ils savent bien que la révolution commence dans le milieu des jeunes. Ce sont les jeunes qui sont rêveurs et qui pensent que la société sera un jour égalitaire et que les inégalités vont disparaître. Ça, c'est le masque de la jeunesse. On a instrumentalisé des jeunes. À un moment donné, qu'on soit de gauche ou de droite, ou qu'on soit du centre, on s'est servi de la FESI. Parce que d'où est né le CECI qui est dans mon université? Je l'ai dit tout à l'heure, le CECI est né du fait que, à un moment donné, le PDCI tombait, les partis de l'opposition qui étaient en coalition, que sont le FPI et le RDR, rentrent en conflit. Quand ils rentrent en conflit, qui va contrôler l'instrument qu'on utilisait tous pour combattre le PDCI? De là aussi est né un des moments des factions de la crise au sein de la FESI. Et donc, je ne souhaiterais pas qu'on vienne ici et que les partis politiques se disent « tant à créer ceci ». Quand on a planté le décor ainsi et qu'on sait que nos partis politiques sont trempés jusqu'au cou, qu'ils soient de gauche, de droite ou du centre, dans cette affaire de la FESI, on peut alors poser le diagnostic. Vous me demandez la réaction des autorités. Ma position là-dessus, elle est ambivalente. Pourquoi? Elle est ambivalente dans la mesure où l'État s'est situé dans une réaction. Le tableau dépeint tout à l'heure par Kalilou, c'est un tableau qui date de longtemps. L'État ne date pas d'aujourd'hui. Mais pourquoi nous n'avons rien fait? L'État est une continuité. Les affaires juridiques qui ont traîné pendant longtemps, on peut les soulever des années plus tard. Des ministres ont défilé, qu'ils soient du FPI, qu'ils soient du RDR ou de l'UDPCI ou du PDCI, je suis de l'enseignement supérieur, tous ces ministres, à un moment donné, ont composé avec la FESI. Nous avons vu des ministres aller sur le campus traiter avec cette même FESI que nous vilipendons aujourd'hui et qui est négative, à mon sens. Mais cette FESI a été utilisée par les politiques. Et aujourd'hui qu'il y a mort d'homme, on prend une décision. On aurait dû prendre, de mon point de vue, cette décision depuis longtemps. Des enseignants ont été bastonnés. Des enseignants ont vu les résultats des examens déchirés. Effectivement. Les universités ont été fermées à un moment donné à cause de la FESI. Mais l'État aurait pu décider depuis fort longtemps. L'État s'inscrit aujourd'hui dans une réaction. Et c'est cette réaction, moi, qui me gêne personnellement. Si on a compris qu'on doit dépolitiser la FESI, je proposerai tout à l'heure mes solutions, si vous le permettez, un peu plus loin. Oui, bien sûr. Si on est d'accord qu'on doit signer un contrat obésien pour dire je retire ma main de la FESI, à condition que toi aussi tu retires ta main de la FESI, de mon point de vue, ce serait une bonne solution, ce serait un bon début de solution. Mais tant que chacun utilise la FESI à un moment donné, parce qu'elle peut lui permettre d'avoir des voix, ou elle peut lui permettre d'avoir une même mise sur les universités, en faisant fi de tout ce qu'elle fait, on n'en arrivera pas là. La réaction du gouvernement, je la salue. La FESI elle-même dit à situation exceptionnelle, comportement ou réaction exceptionnelle. C'est vrai, on est dans la réaction, mais cette réaction, elle est proportionnelle à la violence qui s'est passée et au crime qui vient de se passer. Donc, de mon point de vue, c'est une bonne réaction, mais pourquoi maintenant? Quand on sort les étudiants des cités, quand on ferme les résidences universitaires et qu'on dit qu'ils sont logés de manière illégale, c'est maintenant qu'on sait qu'ils sont logés de manière illégale? C'est le CROU qui loge. Les étudiants qui sont en cité ne le sont pas de manière fictive. Nous avons des institutions chargées de loger des étudiants. Mais quand la FESI à elle seule a droit à des paliers, quand la FESI à elle seule a droit à des chambres, quand des gens occupent des chambres alors qu'ils ne les méritent pas, le gouvernement ne le savait-il pas? De mon point de vue, nous avons laissé faire. Parce qu'à un moment donné, cela nous arrangeait.
Aujourd'hui qu'il y a mort d'homme, il faut tirer les leçons. La décision prise par le gouvernement, je la salue. Je suis entièrement d'accord, mais je voudrais que le gouvernement aille plus loin dans un contrat obésien, et pas seulement le gouvernement, mais tous les partis politiques de Côte d'Ivoire. Et toute la société ivoirienne. Anselme, Oula. Merci beaucoup. Tout à l'heure, M. Kalilou disait que la FECI est le résultat, je veux dire que, de l'ajustement du FPI, d'alors qui est aujourd'hui le PPACI. Alors que lui-même encore, dans la suite de ses propos, il indiquait que la FECI a connu 2 crises graves, en 1991 et maintenant. Mais ce qu'il oublie de relever également, c'est qu'en 1991, lorsque l'armée partait, descendait sur la cité universitaire de Yopougon, le KwaZulu-Natal, celui qui était Premier ministre, c'est Alassane Ouattara, l'actuel président de la République. Ça, c'est la première crise que lui-même l'a évoquée. La seconde crise, cette année, il se trouve que celui qui était Premier ministre hier, aujourd'hui, est président de la République. Tout à l'heure, il a aussi dit que la FECI est un instrument de gauche, est un mouvement de la gauche. Donc, on peut déduire clairement et que c'est parce que les hommes de la droite veulent forcément contrôler la FECI et que toutes ces crises ont été connues. On peut en déduire, on peut tirer cette déduction. Mais ce que je veux dire, il a aussi parlé de l'âge de Agui Mac Aubin, qui a 49 ans, est décédé. Je crois que Agui Mac Aubin est à saluer. Parce qu'en 2011, après la crise de post-électorale, Agui Mac Aubin a été jeté en prison. Il y a passé 6 années de sa vie. Sorti de prison et venu poursuivre les études, c'est un acte à saluer. Il pouvait faire le choix d'être criminel, il pouvait faire le choix d'être mendiant, mais il a décidé d'aller apprendre. Et ça, c'est un acte à saluer. Je crois que si, à 49 ans, l'université lui a octroyé encore la carte d'étudiant, c'est parce qu'il en avait droit. Ce n'est pas Agui Aubin qu'il faut s'apprendre. Mais M. Ali Dassouba, pour venir aux mesures dont vous parlez, moi, je suis personnellement surpris de la célérité avec laquelle un certain nombre de choses sont prises. Il peut se trouver en une journée 3 ou 4 communiqués. Mais que fait le ministère d'État, le ministère de la Défense dans une affaire estudiantine? Que fait le ministère d'État, le ministère de la Défense dans une affaire estudiantine? On veut savoir. C'est une affaire estudiantine où il y a eu mort d'homme, faut-il le rappeler. Oui, mais c'est pourquoi le ministère de l'Intérieur est là. Il y a eu mort d'homme. Est-ce que c'est des affrontements entre des factions d'étudiants? Est-ce que c'est des syndicats d'étudiants qui s'affrontent actuellement pour que le ministère d'État, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires, le ministère de la Défense puissent s'immiscer dans cette affaire? Là, le problème. En pleine rentrée académique, on met des étudiants dehors sous le prétexte qu'ils sont illégalement logés. Tout à l'heure, le professeur Ba le disait. Est-ce aujourd'hui que le cours se rend compte qu'ils sont illégalement logés? Qu'est-ce que cache cette décision? Mais ces enfants, ou du moins ces étudiants, qui aujourd'hui se retrouvent dans la rue, demain, aujourd'hui nous sommes à dimanche, nous sommes à votre émission, mais demain lundi, il y aura des cours à l'université. Comment est-ce qu'ils vont à l'école? Comment est-ce qu'ils sont là? Comment est-ce qu'ils étudient pour aller demain à l'école? Voici la question à laquelle le gouvernement devait d'abord plancher avant de prendre ce genre de mesures. Le procureur de la République a émis une enquête. Les résultats de l'enquête ne sont pas encore connus. Pour le moment, des individus ont été identifiés. Est-ce que ces individus identifiés sont coupables des faits qui leur sont reprochés? Nous devons d'abord attendre le résultat de l'enquête avant de prendre ce genre de mesures. Mais quand on va encore plus loin, au regard des actes qui sont posés par le gouvernement, on se rend compte que ce qui est en train d'être fait sur le terrain est plus qu'une interdiction à titre conservatoire. Parce que aller jusqu'à détruire le siège social de la FECI, ça, ce n'est plus une interdiction à titre conservatoire. C'est une dissolution qui ne dit pas son nom. Aller jusqu'à détruire des QG, des sessions de la FECI, ce n'est plus une interdiction à titre conservatoire. Donc pour vous, la réaction du gouvernement est disproportionnée, elle est trop musclée. Effectivement. La justice est saisie du dossier. Il faut que le dossier aille jusqu'à son terme. À moins que le gouvernement nous dise qu'il a déjà les conclusions de l'enquête du procureur de la République. Et devant cette situation, le procureur de la République doit animer une conférence de presse pour situer les uns et les autres. Il ne doit pas se limiter à un simple communiqué. Il faut que des responsables soient situés, mais il faut que le procureur nous dise effectivement si les enquêtes ont été abouties ou pas. Très bien. Geoffroy Julien Kouao, sur la réaction du gouvernement. Oui, vous savez, en sciences politiques, il y a ce qu'on appelle la théorie du lampadaire. C'est-à-dire qu'il faut projeter la lumière là où il y a de l'ombre.
Je pense que la décision du gouvernement me paraît inappropriée. Pourquoi? Tout à l'heure, je vous ai parlé des conditions de vie et d'études des étudiants. Je vais vous donner un exemple. Prenons l'Institut national Félix Faure-Boigny Polytechnique de Yamoussoukro. INPHB. Vous avez une fois entendu parler de grève là-bas? Jamais. Certainement qu'il y a une session de la FESI. Mais quand vous arrivez, tous les étudiants sont logés. Ils vivent dans des conditions excellentes d'études. Non, il y a quand même quelques difficultés. Non, je sais, mais par rapport aux autres. Bien sûr. Mais quand vous arrivez à l'université de Cocody, l'université Félix Houphouët-Boigny, mais qu'est-ce que vous voyez? Tout à l'heure, je vous ai parlé de la surpopulation. Un lit pour 26 personnes. Dans un tel contexte, il ne peut avoir que des conflits. Tout à l'heure, dans votre élément, vous avez dit que la FESI logeait certains étudiants. Mais pourquoi? Et où sont les autorités universitaires? Pourquoi cela a-t-il été possible? Je pense que la solution, c'est simple. Le gouvernement a bien dit qu'il fait de l'école une priorité. C'est de construire suffisamment d'infrastructures scolaires et universitaires. À Abidjan, nous avons 13 communes. Il serait indiqué que chaque commune ait une université. Parce que, quelles que soient les mesures que vous allez prendre, si nous avons 7 effectifs, vous aurez toujours des problèmes. D'où la pertinence. Vous voyez, chaque fois que je vais sur votre plateau, je parle de la gouvernance. Et on nous dit non, mais ils sont toujours là en train de décrier, à écouter nos amis du pouvoir. Tout va bien dans l'école ivoirienne. Des universités ont été construites. Mais regardez les conditions dans lesquelles les gens vivent. Les mesures prises par le gouvernement. Mais c'est extraordinaire. Le gouvernement est chargé de ces questions. Le gouvernement a commis une faute. Laquelle? Sa responsabilité sans faute est ici établie. En laissant le surnombre dans nos universités, en laissant les étudiants vivre dans des conditions inadmissibles, l'administration fait courir des risques aux étudiants. L'administration se doit donc de réparer cela. Vous allez beau prendre des mesures, dissoudre la FESI, tant que dans nos écoles, Ali de la Souba, vous savez que, et je vous invite à faire un reportage sur ça, pour que vous voyez la pertinence de ce que je suis en train de dire. Dites-nous. Allez à Abidjan, n'allez pas à l'intérieur. Allez au lycée municipal de Yopougon, d'Atekoubé, d'Angré, d'Adjamé. Le minimum dans les classes, c'est 90 élèves par classe. Professeur, on peut enseigner dans de telles conditions? À l'université, les étudiants prennent des cours, même sur les gazons, dans les gazons. Qui peut s'épanouir dans de telles conditions? C'est pour cela que je dis que la réaction du gouvernement me paraît totalement hors sol. Parce que ce n'est pas là qu'on l'attend. Ce qu'il faut pour que l'école ivoirienne soit débarrassée de la violence. Pourquoi attendez. Il faut améliorer les que fait la FESI? Non, j'arrive. Que fait la FESI? Wow. La FESI pose le problème des étudiants. Mais c'est parce qu'il y a un problème. D'accord, je reviendrai à vous parce que ça fait quand même quelques minutes que vous avez la parole. Alors, est-ce que M. Diané Ibrahima est toujours avec nous? Il nous appelle de Paris. Est-ce qu'il est là? Oui, je suis toujours là. Monsieur Diané, bonsoir. Bonsoir, M. Diarra. Vous disiez tout à l'heure au Standard que vous gardez un très mauvais souvenir de la FESI. Nous vous écoutons. Oui, en fait, moi j'ai été étudiant à l'université de Cocody, à l'UFR-STRM, Sciences de la Terre et des Ressources minières. Et j'ai eu la chance d'habiter à la résidence universitaire Cité Rouge. Oui. Et la FESI, lorsqu'on était là-bas, la FESI nous obligeait, la nuit, à sortir. Lorsque nous étions en train de viser, nous obligeait à sortir pour venir suivre les meetings. Et si on le refusait, soit on se faisait tabasser, ou soit ils défonçaient la porte de notre chambre. Et aussi, il arrivait même que la FESI met des étudiants dehors
pour s'accaparer de les chambres. Et ces chambres-là, ils les louent à d'autres étudiants. Ils pouvaient les prendre des cautions de 100 000 francs. Et lorsque j'étais à la Cité Rouge, le secrétaire général de la Cité Rouge était Balak, le général Balak. On l'appelait comme ça, général Balak. Voilà. Très bien. Et vous avez terminé? nous obligeait, une fois, il y a eu un affrontement entre la FESI et la GECI. Et ils ont réussi à mettre la main sur un élément de la GECI qu'ils ont envoyé à la Cité Rouge. Ils l'ont tabassé et à chaque fois qu'il s'évanouait, il essaie de le saluer pour qu'il revienne en lui. Et après, il les tabassait. Et moi, comme j'avais de bonnes relations avec le général Balak, je suis sorti, je lui ai dit, de la manière que lui, vous l'avez tabassé là, si vous ne faites pas bien, il risque de mourir dans votre main. Si vous êtes malin, soit vous l'envoyez au commissariat, et puis sinon, s'il reste avec vous, il risque de mourir et vous allez avoir un problème. Et après, ils l'ont envoyé au commissariat. La police a refusé de le prendre parce qu'il était vraiment mal au point. Et ils l'ont laissé. Et 4 jours après, on m'a appris que ce jeune est mort. Donc, c'est la raison pour laquelle vous gardez un mauvais souvenir de l'organisation. Voilà. Très et bien. pour répondre au problème des résidences étudiantes, même en France ici, l'État français n'arrive pas à prendre tous les étudiants, à héberger tous les étudiants. La plupart des étudiants sont hébergés par les particuliers. Donc, pour dire que l'État doit créer des universités afin que chaque étudiant puisse avoir une chambre, il ne faut pas se voiler la face. Même la France, qui est un pays développé, là, n'arrive pas à gérer ce problème-là. D'accord, très bien. Créer d'autres cités universitaires, c'est bon, mais pour dire qu'il faut prendre tout le monde en charge, c'est pas possible. La Côte d'Ivoire n'a pas ces moyens. On vous a bien compris. Merci beaucoup, monsieur Diané Ibrahima, de nous avoir appelés depuis Paris. Khalilou Koulibaly, réaction? Oui. Alors, c'est vraiment très intéressant d'écouter les co-débatteurs d'en face, qui sont tous de la gauche d'ailleurs, et le raisonnement est le même. Ce qu'on ne regrette pas d'ailleurs. Si, vous êtes des débatteurs de la gauche. Mais vos positions sont de la gauche. Vos positions sont de la gauche. S'il vous plaît. Oui, parce que la FESI, c'est un esprit, même dans la vie active, vous restez FESI. C'est tout. Alors, vous n'allez pas ripolliner vos façades hideuses face à la là, colère vous commencez à devenir agressif. Non, je ne suis pas hideux, ripolliner, non. Ouais, vous commencez à devenir agressif. Non, s'il vous plaît, c'est moi qui conduis. Mais attendez, non, quand j'ai dit vous... Ça qualifie justement votre état d'esprit. S'il vous plaît. Ça, c'est votre état d'esprit. Je vous la redonne tout de suite, ne vous inquiétez pas. Mais ils sont dans une chorégraphie de rêve fallacieuse. C'est pas possible. Vous pouvez se calmer. Les deux de vos raisonnements, et ça c'est grave. C'est ce que vous êtes, monsieur. Oui, monsieur Diarra-Souba. Merci de garder le calme. Khalilou Koulibaly. Oui, alors, je disais que... Laissez-moi vous donner la parole, s'il vous plaît. D'accord. Vous êtes bien gentil. Alors, on va faire le développement sans forcément donner l'impression d'avoir des attaques personnelles contre qui que ce soit. C'est valable pour tout le monde, messieurs. Khalilou Koulibaly, vous avez la parole. Ce n'est pas une attaque. J'ai pas dit que c'était une attaque. Bon, je dis simplement, pour moi, les faits sont arrogants, ils veulent les masquer, c'est pas possible. La FESI n'a pas un passé glorieux en Côte d'Ivoire. La FESI n'a jamais rien posé de positif en Côte d'Ivoire. Je vais revenir sur des crimes. Même pas des crimes physiques, mais des crimes économiques. Le surpeuplement de l'université dont il parle. Est-ce que M. Kouawa est conscient que dans chaque cité universitaire, chaque 12 chambres universitaires, la FESI héberge 10 personnes, sur lesquelles elle prélève 10 000 francs par personne? Et où sont les autorités? Non, n'allons pas vers. Je dis, il faut de la fermeté. Moi, il faut de la fermeté, mais de l'humanité. D'accord? Les autorités ont bien fait de prendre la mesure qu'elles ont prise. Non, ce que le professeur m'a dit, c'est qu'au moment où la FESI prélève 10 000 francs par étudiant, pourquoi les autorités laissent faire? Est-ce que finalement la FESI est une sorte d'organisation Quand on fait une intouchable? non, pas du tout. Quand on fait une descente dans une cité universitaire comme la Cité Rouge et qu'on découvre une Kalachnikov, ça veut dire beaucoup de choses, Ali. Donc, ceux-mêmes qui exercent en tant que population administrative dans l'université ont peur. On peur de la terreur de la FESI. Parce que la FESI règne en maître. Le professeur Ba lui-même, il sait. Il y a des propos qu'il ne peut pas tenir à l'université. Il le sait très bien. Des enseignants ont été tabassés. Des élèves ont été tabassés. Ils ont empêché des enseignants d'avoir accès aux salles des classes. Et que fait la FESI a été toujours à la base de la désorganisation du calendrier scolaire en Côte d'Ivoire. C'est à cause de la FESI qu'on connaît des années scolaires d'une année qui finissent en 3 ans.
Tout le temps, c'est des grèves, c'est des revendications à la con qu'on ne peut pas satisfaire, tout simplement parce qu'ils ont des bras séculiers derrière eux. Il faut le dire. Alors, maintenant, je vais revenir sur des crimes. J'ai fait juste quelques petits calculs pour montrer la manne financière et ce que coûte la FECI à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens. La FECI a hypothéqué. Est-ce que la FECI est cobailleur pour détenir 40% des 10 000 chambres qui sont disponibles sur les campus universitaires d'Abidjan? 40%, ça fait 4 000 chambres. À raison de 10 000 francs, ça fait 400 millions par mois que la FECI prélève sur les étudiants. La FECI fait payer par chambre les paraboles, le Canal+, 6 000 francs par chambre sur les 4 000 qu'elle détient. Ça fait combien? 60 millions. Sur les 10 000 chambres d'ailleurs, 60 millions. On arrive à 460 millions de francs CFA que la CFU collecte par divers les citoyens. Les Ivoiriens, je dirais même les étudiants. En plus de ça, la FECI s'est instituée en collecteur d'impôts. Tous les commerces aux environs des cités universitaires payent des taxes à la FECI. Ces commerçants payent des taxes pour l'installation d'un président nouvellement élu. Lui-même, il en a été bénéficiaire. Qu'est-ce qu'il va nous raconter si ce n'est pas ripolliner des façades hideuses? Alors, pour vous répondre, si on doit effectivement mener des enquêtes pour mener les crimes, ce coup, il est en prison. C'est ça, moi, bon, c'est non, il est en prison. Ça, non, parce que non, son passé n'est pas non plus glorieux. Bon, à la tête de la FECI. Très bien. Non, parce que l'autre, il demande à ce que des crimes, les faits soient établis. Alors, voilà le gouvernement ivoirien, le gouvernement ivoirien, en 2012, a donné une chance inouïe à la FECI. Parce qu'il aurait pu la dissoudre. Parce que tous les étudiants de la FECI étaient en fuite. Ils n'existaient plus. Mais on a refait l'université. On a réhabilité l'université. On a réhabilité les chambres. Il y a eu de nouvelles admissions. En combien de temps ils ont transformé ces universités justement en Moro, ces espaces-là en Moro? Je suis bien obligé de vous interrompre. Pour vous, les mesures du gouvernement sont bonnes. Il faut les durcir. Il faut de la fermeté. Il faut de la fermeté. Mhm. Bien sûr, il faut de l'humanité. D'accord. Parce que la fermeté va entraîner l'humanité. Très bien, parfait. Yacouba Doumbia, très rapidement. Oui, très rapidement, je voulais dire à M. Kouaou qu'effectivement, il y a des problèmes dans les universités. Mais cela ne doit pas justifier ce que nous avons tous constaté. D'ailleurs, comme l'étudiant qui a appelé l'a dit, il ne peut pas avoir de chambre pour tout le monde. On est obligé de trier, d'établir des critères qui puissent permettre aux étudiants moins nantis, beaucoup plus démunis, d'avoir accès aux chambres. Ça, c'est d'un. De deux, la surpopulation ne peut pas justifier ça. D'ailleurs, ce qui s'est passé, ce n'était pas à la suite d'une revendication de la FECI liée à leurs conditions de vie et de travail. Ce n'était pas ça. C'est juste une guerre de factions qui a dégénéré et qui a abouti à ce que nous avons vu. Donc les problèmes à l'université actuellement ne sauraient l'expliquer. D'ailleurs, pour montrer que cet argument ne tient pas totalement la route, il faut regarder ce qui se passe dans les universités à Korogo. Tous les étudiants là-bas ne sont pas logés. Mais pourquoi il n'y a pas de bruit à Korogo? Tous les étudiants de Bondoukou ne sont pas logés, mais il n'y a pas de bruit à Bondoukou. Tous les étudiants de Bouaké ne sont pas logés, mais il n'y a pas de bruit à Bouaké. Mais pourquoi c'est à Abidjan, là où on pense que tous les étudiants ne sont pas logés, qu'il y a du bruit? En réalité, ce qui se passe, c'est que la FECI, qui a ses tentacules beaucoup plus implantés ici, surtout sur l'université de Cocody, y exerce une sorte de raquette. C'est une mafia organisée. Je suis d'accord avec Ba que des mesures auraient dû être prises en amont pour éviter justement qu'on en arrive là. Parce qu'il faut dissocier les choses. Il y a le crime qui a été commis et effectivement, il y a le déguerpissement au sein des universités. Donc, l'occasion justifiant les faits, il y a l'État, le gouvernement profite de l'occasion pour assainir le milieu universitaire. Maintenant, pourquoi la FECI, au sortir de la crise post-électorale, n'a pas été dissoute? En tout cas, beaucoup de personnes se posent la question. Moi, j'aurais opté, personnellement, pour que la FECI n'existe pas après 2011. D'ailleurs, c'était le souhait de beaucoup. Malheureusement, la FECI a bénéficié d'une ultime chance, comme M. Kaloulou l'a dit, parce qu'on pensait
pouvoir retrouver en elle un esprit nouveau. Malheureusement, et je vais choquer mon frère Surkou Tremé, un monstre ne se dompte pas. Un monstre ne s'apprivoise pas. Un monstre ne se domestique pas. On a commis l'erreur de vouloir domestiquer, d'apprivoiser le monstre, et on en paye cash le prix. Maintenant, le problème est posé, et je vais abonder dans le même sens que M. Ba. Effectivement, il y a un problème. Qu'est-ce qu'on fait pour en sortir? Peut-être que ça va faire l'objet du débat, mais je l'ai dit, il faut replacer la gouvernance, l'excellence au cœur de la gouvernance des associations estudiantines. Tant qu'on ne le fera pas, on va faire du surplace, et la FESI et des organisations comme la FESI vont toujours prospérer. On va aborder à présent le chapitre des solutions que vous proposez. Je crois que Julien Kouao a ouvert la porte des propositions. Il en a fait quelques-unes. Il a proposé notamment au gouvernement d'améliorer la capacité d'accueil des universités en construisant d'autres pour la ville d'Abidjan, par exemple. Pourquoi pas ne pas construire une université dans chacune des communes, quoique au plateau, par exemple, on ne sait pas où mettre une université. Mais en tout cas, augmenter la capacité. Serge Kofi, vos propositions de solutions, vous? Oui, avant de venir aux propositions proprement dites, permettez de donner une petite correction pour M. Koulibaly, qui certainement ne me connaît même pas, et puis qui dit des choses assez erronées. Je vous apprends que s'il faisait un peu de lecture, il aurait su que le premier cas d'impunité à la FESI a été fait sous mon mandat, et j'ai favorisé cela. Ça, c'est la première précision à faire. Alors vous avez qu'à vous documenter, à vous cultiver, et vous allez savoir. Ensuite... C'est lui qui a la parole, Kalilou Koulibaly. Ensuite, voilà. On n'a qu'à se documenter. Qui dit, c'est plus simple. Allez-y. C'est plus simple, dis-le si c'est vrai. Kalilou Koulibaly, s'il vous plaît. Allez-y chercher. Koulibaly, s'il vous plaît, merci beaucoup. Allez-y. La deuxième précision que je voudrais faire, elle concerne le défunt Diagoué, qui a 49 ans, et qui est encore à l'université, comme pour dire que c'est des cancres, des personnes pas intelligentes. Précisons que Diagoué, en 2010, avait déjà obtenu la maîtrise, l'ancienne maîtrise, la maîtrise sur table en anglais. Et suite à la guerre, en 2012, il a été arrêté et il est sorti en 2019 en prison, donc 8 ans en prison. À sa sortie de prison, le système traditionnel a changé et c'est un système LMD. Donc il va encore faire un Master 1 et Master 2 en anglais. Après le Master 1 et Master 2, résilient qu'il est, il a décidé encore de faire un autre Master en communication. C'est ce Master-là qu'il venait de soutenir. C'est donc un étudiant brillant. On n'utilise pas ça pour à d'autres fins. Et à son âme. Ensuite, la plupart des SG de la FESI sont à gauche. Vous êtes de la gauche, comme si être de la gauche, c'était une pandémie qu'il fallait combattre. Il est bon de préciser que le premier secrétaire général de la FESI, pour laquelle vous dites que la structure a été créée pour combattre le PDCI, Aipo Martial, PhD, le docteur Aipo Martial, il est cadre du PDCI. Il est bon de faire remarquer qu'au RHDP, la majorité des leaders là-bas sont tous issus de la FESI. Et il est bon de remarquer que beaucoup d'entre nous n'appartiennent à aucun parti politique. Alors, c'est pour cela que je demande que M. Koulibaly se cultive suffisamment pour ne pas dire des choses erronées. Je poursuis pour dire qu'au titre des propositions, voyez que nous vous avons salué le gouvernement, et même au niveau de la FESI, de tous les anciens, nous avons salué même le président Alassane Ouattara. Parce que nous avons vu en 10 années combien d'universités ont été construites en Côte d'Ivoire. Mais ça a été ça les premières revendications de la FESI depuis 1990. Désengorger la seule université nationale de Côte d'Ivoire, qui est l'université Félix Houphouët-Boigny, pour que les étudiants aient accès à l'éducation et à la formation. En son temps, tellement il n'y avait même plus de place à l'université, je le dis pour que M. Koulibaly le sache, la FESI même avait demandé et obtenu que les étudiants qui ont le bac, quand ils n'ont plus de place à l'université, qu'ils soient directement affectés dans les écoles pour devenir instituteur au CAFOP. Ça a été obtenu. Si la carte de bus est maintenue jusqu'à 3 000, jusqu'aujourd'hui à 3 000, sachez que ça, c'est l'un des acquis de la FESI. Si aujourd'hui le ticket de restaurant universitaire est à 200 francs et les enfants des paysans arrivent à se nourrir dans ce grand lot d'étudiants qui ont un niveau de paupérisation avancé, c'est un combat de la FESI. Si le maintien même des restaurants universitaires, lorsque les CAFOP ont été, les internats ont été presque fermés dans tous les lycées et collèges, c'est un combat de la FESI. La FESI n'est pas un monstre. La FESI est une organisation qui œuvre pour l'intérêt des élèves et étudiants de la Côte d'Ivoire. De toutes les façons, il y a une mesure conservatoire qui a été prise.
on va attendre que toute la procédure suive son cours jusqu'à terme, que le juge se prononce et que les responsabilités soient situées. Après ça, vous verrez que tout le monde sera libre de parler. D'accord. Pour notre part, on a salué tout ça et on dit que ce qui se passe à l'université. Et on salue même le nouveau cadre permanent de discussion qui est créé par le ministre de l'Enseignement supérieur. Moi, j'ai été étonné de voir que désormais, la grève n'était pas la première solution de la FESI et qu'il y avait un cadre de dialogue permanent initié par le ministre Diawara avec les étudiants où tous les étudiants se croisaient et ils discutaient afin d'arrêter les raquettes, les ponctions et tout cela sur la bourse. Mais ça, c'était des paris qui étaient en train d'être gagnés. Mais c'est peut-être qu'on ne comprend pas justement pourquoi, et même au niveau même du siège de la FESI, où on dit que le ministre Diawara aurait aidé, mais il a aidé tous les syndicats pour éviter qu'ils aillent faire les ponctions sur les bourses. Et il avait gagné ce pari. Et donc la violence d'aujourd'hui ne se justifie même pas. Mais nous disons qu'au niveau des déguerpissements faits sur le campus, 48 heures de la reprise des cours. 48 heures pour déguerpir, nous invitons le ministre à descendre sur le campus pour aller voir la réalité de ces étudiants. Parce que même quand quelqu'un ne paye pas ta maison et qu'on veut lui donner une mise en demeure, on donne au moins 2 mois. Qu'il descende sur le campus. Et puis, il y a des cas sociaux parmi eux qu'ils voient comment ils peuvent sauver la situation. Mais nous ne nous opposons à aucune procédure parce qu'il y a eu mort d'homme et que l'impunité doit cesser à tous les niveaux en Côte d'Ivoire. Et ça, nous insistons là-dessus. Merci beaucoup. Vos propositions. Oui, en ce qui concerne la proposition, il faudrait que d'abord que le gouvernement revoie sa copie. Il faudrait que le gouvernement laisse le processus judiciaire aller à son terme. C'est important. Parce que nous ne voyons pas le lien entre l'expulsion d'étudiants et la mort de M. Agui Mac Aubin Diagué. Pour nous, il n'y a aucun lien. Ces étudiants qui sont aujourd'hui jetés dans la rue ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la mort de ce camarade fessiste. Mais personne n'a dit qu'ils avaient un lien. Donc, alors, pourquoi est-ce qu'ils sont mis dehors? Je ne sais pas. D'accord. Donc, il faudrait que le gouvernement revoie sa copie, vraiment. Deuxièmement, il faudrait que le gouvernement respecte la constitution ivoirienne. Dissoudre la FESI est anticonstitutionnel. Parce que les libertés d'association, les libertés de manifestation, de réunion sont constitutionnelles. On ne peut pas empêcher des étudiants, des élèves de se regrouper et d'essayer de lutter pour l'amélioration de leurs conditions de vie et d'études. Si le gouvernement cherche un endroit à Séni, nous pouvons lui conseiller de jeter un regard du côté de Niambro. Là-bas, chaque jour, ils font la loi. Chaque jour, il peut transformer le coût du transport. Chaque jour, il y a des morts. Ils s'affrontent même avec les armes à feu, avec la police. Il y a des morts. Et là, on n'a pas encore vu le gouvernement se plancher sur cette question-là. Donc, pour nous, il faudrait que le processus judiciaire qui est entamé, qui est en cours, aille à son terme. Et à la fin de ce processus, les mesures, une fois que les responsabilités seront situées, les mesures à prendre seront prises. Très bien. Geoffroy, vous avez déjà donné tout. Oui, et puis je reste dans ce canevas. Vous savez que la Constitution fait de l'éducation un droit des citoyens, subséquemment une obligation des pouvoirs publics. C'est cela. Et l'article 10 de la Constitution dispose que la politique éducative doit respecter les standards internationaux. Vous savez que sur le plan international, au niveau des standards, dans une classe par exemple, il faut au plus 35 élèves. Dites-moi en Côte d'Ivoire, dans quelle école publique il y a un effectif de 35 élèves? Et regardez-nous. Je vous dis une chose. D'abord, il faut poser le problème en amont. Il faut poser le problème en amont. Le problème, c'est le manque d'infrastructures scolaires et universitaires. C'est la surpopulation scolaire et universitaire. La bonne gouvernance suppose que l'école et la santé soient les priorités d'un État. Pourquoi? Parce que la première richesse d'un État, ce sont les ressources humaines. C'est cela. Et les ressources humaines, c'est d'abord quelqu'un de bien formé et en bonne santé. Que ce soit en milieu urbain comme en milieu rural. Il faudrait que le paysan, en allant au champ, ait quelques éléments au niveau de l'agriculture. Et qu'il soit toujours en bonne santé pour aller au champ. Il en est de même pour tout le monde. Donc je propose qu'au lieu de créer des institutions totalement budgétivores, dont l'impact sur le quotidien des Ivoiriens n'est jamais avéré, à quoi servent les districts? Personnellement, je ne vois rien. À quoi sert le Sénat?
je n'en vois absolument bon, ça, rien. c'est un autre débat. Non, c'est pas un autre débat. Non. C'est une question de gouvernance. Oui, on est d'accord. Ces budgets-là peuvent être affectés à construire des universités et des écoles et pour permettre, n'est-ce pas, de réguler l'effectif. Moi, j'entends bien votre idée. C'est quoi je parle? Non, j'entends bien votre idée. Vous dites je suis en train de vous chercher. Les institutions. Oui. Quand vous vous mettez à les citer, on n'a pas beaucoup de temps. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas l'objet du débat. C'est ce que je suis en train de vous dire. Oui. Quand je dis de construire les écoles, il faut un budget, il faut de l'argent. Et je suis en train d'aider le gouvernement à trouver de l'argent pour mettre dans l'école. Très bien. Parce que le gouvernement, n'est-ce pas, a créé des institutions surabondantes, démocratiquement inopérantes, sur le plan de la République, qui n'ont aucun sens. D'accord. Il faut revenir à l'école, il faut construire des écoles. Permettons de finir. En 2025, nous allons aller aux élections. Je demande aux populations ivoiriennes d'être extrêmement regardantes sur les propositions des uns et des autres. Parce que le problème, c'est quoi? Et là, ce n'est pas forcément le gouvernement actuel. Depuis Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui, les populations ne regardent même pas le programme des uns et des autres. Et une fois que les gens sont élus, les priorités sont mises de côté. Oui, il y a eu des constructions d'écoles, mais M. Ali Diarra-Souba, là où il faut 10 écoles, si on construit 2, est-ce que c'est suffisant? Non. C'est ce que je suis en train de vous dire. D'accord, très bien. Professeur Ba, vos propositions? Oui, merci. Pour être cohérent, une proposition dans un tel contexte doit être en lien avec le diagnostic qui a été fait. Au tout début, j'ai fait un diagnostic, mais il y a un élément que j'ai oublié de mentionner. Il faut le mentionner parce qu'il est en lien avec la solution que je vais proposer. C'est le fait que ces enfants, pour moi, philosophes, sont des névrosés. Ce n'est pas une injure. La névrose, c'est une pathologie qui a cette spécificité que le patient lui-même, le malade lui-même, ignore qu'il est malade. Voilà des jeunes gens qui, en 1999, ont connu la violence. Voilà des jeunes gens qui, en 2002, ont connu la violence à un certain niveau de paroxysme et vivent dans une société où les modèles de réussite, les modèles de riches, les modèles de pouvoir sont des gens qui ont pris les armes, qui ont bandé les muscles à un moment donné et sont devenus des gens dans la société. Et on en trouve partout. Quand ces jeunes-là voient de telles personnes qui sont des modèles, ils se disent que ce n'est pas la force, ce n'est pas la violence qu'il faut obtenir certaines choses. Nous, enseignants, ne sommes plus des modèles pour ces jeunes. Leur modèle, c'est la violence. C'est ceux qui sont devenus aujourd'hui des stars dans la République parce qu'ils ont utilisé des voix. Ce sont des petits qui sont névrosés. Solution. Comme le problème de la FESI est un problème systémique, la première solution que je préconise, et on aurait pu même peut-être s'arrêter à celle-ci, c'est un contrat obésien. Le contrat de Hobbes dit ceci. Nous pactisons, vous acceptez que je mette ma force en la personne de temps, à condition que vous aussi, vous en fassiez autant, et nous vivons dans une société pacifique. Première solution pour moi, comme cette crise, cette violence de la FESI s'inscrit dans un contexte systémique, il faut bien que les politiques, il faut avoir le courage de le dire, les politiques qui ont instrumentalisé cette organisation, les politiques qui ont monté ce monstre, il faut qu'ils signent un contrat obésien en se disant « J'accepte de retirer ma main noire de cette organisation à condition que toi aussi tu retires ta main. » Si ce contrat politique est réussi, ces enfants, quand on nous décrit qu'ils occupent des chambres, quand on nous décrit qu'ils ont tout un palier à eux, quand on nous dit qu'ils ont le marché à Cocody où on paye des tasses avec eux, mais c'est sous les yeux aux yeux de tout le monde. L'État le savait, mais pourquoi l'État ne faisait rien? Et quand je dis l'État, il faut que les politiques retirent leurs mains. Et ça, c'est depuis longtemps que ça se passe. Ce n'est pas propre à un régime aujourd'hui. Deuxième solution, parce qu'on va peut-être dissoudre la FESI, on parle de loi et autres, tout ça, je suis entièrement d'accord, mais on peut dissoudre la FESI. Mais la FESI peut renaître sous une autre forme, parce qu'on ne va pas interdire la création d'associations estudiantines. Donc, de mon point de vue, l'idée n'est pas de détruire. L'idée n'est pas de dire on ferme, on arrête le fonctionnement de la FESI. Il faut l'arranger. Une fois on a retiré sa main, il faut aller vers la restructuration interne de la FESI elle-même et de toute organisation. Cette restructuration interne passe par plus de démocratie.
Quand on doit élire le secrétaire général de la FESI aujourd'hui, mais c'est plus que le président d'un parti politique en Côte d'Ivoire. Les hommes politiques s'y mêlent, les anciens de la FESI, qui n'ont rien à voir avec la FESI, créent une association et s'en vont encore se mêler. Pourtant, ils occupent des fonctions. Ils ne sont pas dans les syndicats, mais ils sont une association des anciens de la FESI qui vont aller imposer quelque chose. Il faut, deuxième solution, une restructuration de la gestion de la FESI. Troisième solution, il faut un renforcement de capacité. Et ça, je l'y avais déjà fait quand je militais au sein de la LIDO. Nous avons formé les étudiants de la FESI en son temps à Bouaké. Nous leur avons appris c'est quoi le leadership. Nous leur avons appris c'est quoi les devoirs et les droits d'un étudiant. Nous leur avons appris à respecter les droits de l'homme. Je pense que nous devons faire ces formations une fois on a restructuré la FESI. Dernier élément, et comme je suis qualiticien, il faut assurer à la FESI une certaine transparence et une redevabilité. Il faudrait que ceux qui gèrent la FESI rendent compte aux étudiants d'où est-ce qu'ils tirent ces véhicules dans lesquels ils roulent, d'où est-ce qu'ils tirent tous ces moyens. Il faut une certaine redevabilité et une certaine transparence, de telle sorte que la FESI soit régulièrement évaluée. C'est la démarche qualité. À un moment donné, on s'assoit et on dit mon mandat c'était tant, voilà ce que j'ai réalisé, voilà ce que je n'ai pas pu réaliser, et on évalue la FESI. La FESI deviendra une organisation qui sera transparente et qui pourra aider, que ce soit la FESI ou autre chose. Je termine, Ali, excusez-moi, les mesures du gouvernement dont on a parlé tout à l'heure. J'ai entendu dire à la télévision que ça commence à Abidjan, après ça va s'étendre à Bouaké. De deux choses l'une, à l'intérieur du pays, comme je suis de Bouaké. De deux choses l'une. Soit l'État a enfin compris qu'il doit prendre des mesures pour mettre de l'ordre, mais il faudrait qu'on sépare cela de la crise qui a lieu à Abidjan. Sinon, les étudiants de l'intérieur ne comprendront pas pourquoi une crise arrive à Abidjan et nous, à Korogo, à Bouaké, on vient nous déloger. Il faudrait que l'État communique, le gouvernement communique clairement sur ces mesures. Nous avons laissé faire à un moment donné, parce que les mesures dont on parle ici, la situation dont on parle, elle se passe aussi bien à l'intérieur. Il faudrait qu'on sépare ces dispositions d'aujourd'hui avec la crise de la FESI. Sinon, ceux de l'intérieur vont se dire... l'État se dit que le fer est chaud, il faut le battre. Mais si le fer est chaud, les responsabilités sont individuelles. La responsabilité pénale, elle est individuelle. On est d'accord. En ce moment, on règle le problème de la FESI à Abidjan, parce que ce que peut-être vous ne savez pas, c'est qu'il n'y a pas de FESI à Bouaké, il n'y a pas de FESI à Korogo. Tout comme il n'y a pas de ceux-ci à Abidjan. Et donc, si on règle un problème de la FESI, qui est propre à la FESI, on s'arrête à Abidjan. Si on veut aller à Bouaké, qu'on puisse alors dire clairement, nous avons laissé faire en tant que crew, en tant que ministère, à un moment donné, nous décidons aujourd'hui de mettre de l'ordre, mais cela n'a rien à voir avec l'intérieur, avec ce qui s'est fait à Abidjan. Très bien. Khalilou Koulibaly, vos propositions, vous les avez déjà faites? Non, non, pas du tout. Allez-y. Oui, donc moi j'abonde dans le même sens que pour Selba. Il a dit une partie de ce que j'allais dire. D'abord, il faut repositionner la FESI ou d'une façon, les associations estudiantines et scolaires dans leur rôle. Il ne faut pas que ça aille au-delà de ce qu'elles doivent faire. La FESI se donne beaucoup plus de droits qu'elle ne doit avoir. C'est mon premier constat. Moi, j'ai eu l'avantage d'étudier en France et au Canada. Et je vois comment les associations étudiantines fonctionnent. D'abord, pour la question de logement. Tous les étudiants au Canada ne sont pas logés par le gouvernement canadien, ni sur le campus. Ils sont sur des résidences privées, tout comme en France. C'est pareil. Dans aucun pays au monde, il y a suffisamment d'infrastructures pour héberger tous les étudiants. Donc la sélection se fait. Par contre, le rôle des associations estudiantines, pour ce que je sache, je retiens 4. Le premier rôle, c'est l'animation. Comment l'association intègre les nouveaux arrivants à l'université? Comment on guide leurs premiers pas, comment on les oriente, comment on leur explique le fonctionnement de l'université, etc., etc., qu'on appelle l'animation. Le second, c'est la professionnalisation. Qu'on apprenne aux étudiants, en fonction de leur discipline, de créer des projets jeunes, d'entreprendre, de commencer à entreprendre, de trouver même des boulots à mi-temps pour subvenir à leurs besoins. Ça, ce sont l'organisation associative qui le fait. Ensuite, il y a l'aide sociale. L'aide sociale, ça va jusqu'à aider les étudiants. Les étudiants mènent des actions auprès des entreprises pour faciliter la vie des étudiants. C'est-à-dire négocier auprès des supermarchés, auprès des commerces, des cinémas, tout ce qui est activités ludiques, etc.,
pour qu'il y ait un kit qui correspond à leur bourse, de sorte à diminuer leurs dépenses et subvenir à leurs besoins. Et enfin, la prise de participation des étudiants dans les politiques universitaires. C'est-à-dire, les étudiants, à un moment donné, je dis les politiques, je ne dis pas la politique, les politiques de gouvernance de l'université. Il faut que les étudiants aient mot à dire, si ils ont des revendications qu'ils les fassent, etc., ça sera pris par la direction de l'université pour que, de façon collégiale, ils arrivent à bien fonctionner dans de bons termes. Mais il ne faut pas, au-delà de ça, que l'étudiant s'érige en fonctionnaire d'impôts, que l'étudiant s'érige en collecteur de taxes, en vendeur d'eau. Donc que l'État prenne sa responsabilité. Oui, que l'État prenne. C'est pour ça que je dis il faut de la fermeté et de l'humanité. Il faut réapprendre aux étudiants leurs prérogatives, dont les 4 font partie, il peut en avoir d'autres, hein. La liste n'est pas exhaustive, pour que ça reste dans ce cadre-là. Et ils sont jugés au regard de ces positions-là. Très bien. Voilà. Yacouba Doumbia, on termine avec vous sur les propositions. Alors, j'ai déjà donné mes propositions. J'ai dit qu'il faut replacer l'excellence au cœur de la gouvernance au sein des associations estudiantines. Et j'ai même illustré mes propos par un fait qui est parlant. Une organisation, aussi bonne soit-elle, dans sa structuration, si elle est dirigée par des personnes qui ne sont pas correctes, des personnes médiocres, l'organisation s'écroule. Une organisation, aussi mauvaise soit-elle, quand elle est dirigée par des personnes d'excellence, il y a plus de chances pour ces organisations de prospérer. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas les organisations qui font les hommes. Ce sont les hommes qui font les organisations. Et d'ailleurs, je vais terminer en posant un principe de base en ce qui concerne la crédibilité d'un discours. La crédibilité ou la validité d'un discours dépend de 4 facteurs. Il y a la fiabilité, la crédibilité du locuteur, donc c'est lié avec le sujet abordé. Il y a l'illustration de ses propos par des faits probants. Il y a la logique et la cohérence dans son discours. Et enfin, il y a la transparence du locuteur qui, en réalité, traduit sa bonne foi. Très rapidement, je voudrais dire et rassurer M. Kouaou, qui semble connaître toutes les écoles de Côte d'Ivoire au point de savoir qu'il y a une surpopulation. Je pense que quand on a un certain niveau de responsabilité, qu'on se retrouve en face des téléspectateurs, il faut toujours illustrer ses propos par des éléments probants, par des faits tangibles, en sortant des éléments statistiques qui permettent aux téléspectateurs de comprendre. Et à la suite de ça, on peut ensuite proposer des solutions. C'est vraiment trop facile de s'asseoir et de dire que les classes sont surpeuplées, que rien ne va, que tout est noir. Non, 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 il ne faut pas voir les choses comme ça. D'ailleurs, et s'il ne le sait pas, dans un rayon de 5 km aujourd'hui, on a au moins un hôpital, ne serait-ce qu'un centre de santé de premier contact. Il y a mon frère qui est là, STT, qui est de la zone du Haut-Sassandra. Il peut témoigner des grandes évolutions dans sa zone. Donc, M. Kouaou, soyez rassurés, tout n'est pas noir. Les populations savent où se trouvent leurs intérêts et en temps opportun, elles sauront sur qui elles vont porter leur choix. Et puis, je vais terminer en disant que la dissolution d'une association, ce n'est pas quelque chose qui est... il n'est pas interdit de dissoudre une association, parce que dans la constitution même de l'association, il y a des éléments qui fondent sa destruction. Voilà, on n'a pas dit qu'il n'y aurait plus d'associations sur les campus. On dit simplement qu'il y a une organisation qui malheureusement s'est illustrée de la plus mauvaise des manières et qu'il faille prendre des décisions courageuses. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Alors, je rappelle que ce sujet sur la FESI va évoluer les semaines prochaines, peut-être le dimanche prochain, en fonction de l'évolution de la situation. On va évidemment vous rappeler, mais je vous donne la parole, ne vous inquiétez pas. On va évidemment vous rappeler en fonction de vos disponibilités respectives pour poursuivre ce débat. Geoffroy, vous n'allez pas rouvrir le débat. Non, je n'ai pas ouvert le débat. Oui. Puisque Doumbia m'a interpellé, et c'est une très bonne chose d'ailleurs de m'interpeller. Oui, tout à fait. J'aime ça. Je vous ai donné des écoles. Le lycée municipal de Yopougon, le lycée municipal d'Angré, le lycée municipal d'Atokoubé, le lycée municipal d'Adjamé. Et Ali, je vous invite dès demain
à aller faire des reportages On a déjà dans ces écoles pour voir l'effectif réel. Il n'y a pas de problème. Et aller à l'université de Cocody. Justement, une citation appelle une phrase. Une citation, une citation, pardon. Allez, juste une citation. Vous savez, cher Jeune. Faites la citation, oui. Oui, cher Jeune. Il y a... Cher camarade. Oui, bon, moi, je t'appelle Jeune. Non, camarade, je ne suis pas de la Jove. Allez-y. Donc, Ablaye Wade disait, dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu auras. Tu seras. Très bien. Alors, monsieur, en tout cas, merci beaucoup. La mesure conservatoire doit permettre à nos dirigeants de bien regarder qu'est-ce qui s'est passé après le jugement. Mais ça, vous l'avez dit. Et puis, cette même mesure conservatoire doit permettre à tous les acteurs de bien penser le système éducatif. On est d'accord. Cette mesure conservatoire... Mais ça a été dit suffisamment. Exact. Ça a été dit suffisamment. Voilà. En tout cas, je tiens à vous remercier. Oui, c'est ça. Parce que vous quittez le plateau après ce premier sujet. Merci d'être venu depuis l'intérieur du pays pour participer à cette émission. Merci beaucoup. On va poursuivre et parler de l'augmentation du prix du cacao qui est passé à 1800 francs CFA, qui a connu une hausse de 20%. Ce sera juste après ceci. Je ne suis pas sûr de pouvoir aborder le troisième sujet, mais on verra ce qu'on pourra faire. On va marquer une courte pause et on se retrouve juste après. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. La Sodemi, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. De retour sur le plateau de NCI 360 et Martial Cobry, ingénieur des techniques agricoles, citoyen engagé sur les réseaux sociaux, analyste, a pris la place de Serge Kofi. Martial Cobry, bonsoir. Bonsoir Ali. Merci de nous rejoindre. Merci de nous rejoindre. Merci, vous nous avez rejoint surtout parce que vous êtes un spécialiste dans le café cacao et le chocolat. Le cacao, dans le négoce. Et justement, avec vous, on va évoquer cette haute actualité qui a marqué cette semaine, l'annonce par le gouvernement de la hausse du prix marchand du cacao aux planteurs en Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de fèves, fixé à 1800 francs CFA le kilo pour la grande campagne de commercialisation à venir, est supérieur de 20% au prix de la récolte intermédiaire et atteint un record après une année marquée par une flambée des cours sur les marchés internationaux, annonce faite par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural et des productions vivrières, Kobenan Kwasi Adjoumani. C'était à l'occasion de la clôture des Journées nationales du cacao et du chocolat qui ont duré 72 heures, en présence de nos reporters Nadia Edja et Joseph Zécré. Le prix marchand du cacao est fixé à 1800 francs CFA pour la campagne qui s'ouvre à compter de ce mardi 1er octobre, contre 1000 francs CFA pour la campagne principale 2023-2024 et 1500 francs CFA pour la campagne intermédiaire sur cette même période. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, dans le cadre de la coopération stratégique avec le gouvernement du Ghana, a décidé d'harmoniser les politiques de production, de commercialisation et de fixation des prix de cacao. J'invite les acteurs au respect de ces prix planchers et appelle le Conseil du café cacao au renforcement des dispositifs de surveillance et de contrôle tant à l'intérieur du territoire national qu'à nos frontières, ainsi qu'à la tolérance zéro envers tout contrevenant à ces décisions. Autre bonne nouvelle apportée aux producteurs par le ministre de tutelle lors de la clôture des Journées nationales du cacao et du chocolat, l'augmentation de 600 francs CFA sur le prix au kilogramme du café, le faisant passer de 1500 francs CFA contre 900 francs CFA pour la campagne précédente et la couverture maladie universelle pour tous les détenteurs de la carte du producteur. Le recensement a fait mention d'1 million de personnes et ce sont 1 milliard de francs qui vont être reversés chaque fin du mois, soit 12 milliards de francs CFA l'an. Et au fur et à mesure que le nombre augmente, le montant également va augmenter. Des décisions fortes pour l'amélioration des conditions de vie des producteurs. 1500 francs déjà, il y a eu un petit changement en nous. Donc 1800 francs, je pense que cela nous permettra d'avoir beaucoup plus de moyens pour pouvoir subvenir à nos besoins, prendre en charge nos enfants et améliorer les conditions de vie de nos différentes familles. Et puis naturellement nos plantations aussi. C'est vrai que nous les paysans, on attendait un super prix que ça, mais c'est un bon prix. Que le Conseil du café cacao mette encore beaucoup d'énergie dans le reprofilage des voies, parce que les 1800 dont on parle, le producteur ne peut l'avoir au complet si les routes sont bonnes. On espère bien qu'on va avoir le volume qui va correspondre aux revenus des producteurs.
l'année parce qu'il y avait une baisse de production. Et cette année, on espère bien qu'on pourra bien profiter de ce prix-là. Moi, depuis que je suis né, on n'a jamais eu ce prix-là dans la filière café cacao. Moi, je dis merci au chef d'État, l'effort qu'ils sont en train de faire, plus encore avec la semis pour les producteurs. Le kilogramme qui s'achetait à 825 francs CFA pour la campagne 2019-2020 est monté à 1000 francs CFA en 2020-2021 avant de rechuter à 825 francs CFA en 2021-2022, puis de remonter à 900 francs CFA en 2022-2023 et à 1000 francs CFA pour la campagne 2023-2024. Les 1800 francs CFA fixés pour cette campagne représentent presque le double du prix le plus élevé sur ces 5 dernières années. Khalilou Koulibaly, on commence avec vous, vous qui êtes économiste. Comment vous appréciez cette hausse du prix du kilogramme du cacao? Déjà une très bonne chose, déjà 20% sur le revenu des paysans, c'est une très bonne chose. Au regard donc, de ce qu'on a connu par le passé, je crois que c'est la plus grande hausse qu'on ait actuellement. Et puis le mécanisme de fixation des prix également, pour moi, qui me rassure, et rassure toutes les parties prenantes. Parce que on a vu entre l'existence de la caisse de stabilisation à l'époque où les prix étaient assez maîtrisés parce qu'il y avait une stabilisation des prix, le prix de vente était fixé à l'avance. Hein. L'État faisait la compensation sur les fluctuations des marchés physiques et les marchés à terme, qui a permis donc à la Côte d'Ivoire, à Félix Houphouët-Boigny, donc de bâtir la Côte d'Ivoire moderne. Et c'était vraiment sur les seuls revenus du cacao. Donc ça veut dire que la caisse de stabilisation a bien fonctionné jusqu'à ce qu'à un moment donné, on ait eu cette concurrence malaisienne et indonésienne qui ont fait chuter le prix du cacao. Et puis finalement, en 1988, quand il y a eu l'appréciation du dollar et la baisse donc la baisse du prix, ça fait que la Côte d'Ivoire est tombée dans des difficultés, ce qui nous a valu à la fin, jusqu'à 1999, le programme d'ajustement structurel. Mais bon, on a tenté notre aventure, hein, on a vu ce que ça a donné, c'est la libéralisation totale. Bon, ça a beaucoup plus appauvri les paysans, enrichi les structures qui ont été créées en temps. C'est avec ça qu'on a acheté des usines fictives aux États-Unis, on a financé la guerre à 30 milliards, donc ça n'a rien donné. Donc aujourd'hui qu'on revienne à la CCC, à la caisse, au Conseil Café Cacao, qui est similaire à la caisse de stabilisation, qui fait le jeu en compensant par exemple les pertes sur les exportateurs et fixant les prix d'avance pour les paysans, pour les garantir et les mettre à l'abri des différentes fluctuations. C'est une très bonne chose qu'on arrive à 1800 francs aujourd'hui. Vraiment, ce pic-là est salutaire. Les paysans l'ont dit. On ne peut pas être plus royaliste que le roi, ils l'ont dit. Donc, ils reconnaissent que c'est une très bonne politique. Moi, j'encourage le gouvernement à continuer dans ce sens. Très bien. Geoffroy Julien. Oui, un de vos intervenants tout à l'heure dans l'élément sonore disait qu'ils attendaient un super prix. Mais bon, 1800, c'est bon à prendre. Oui, il y a une évolution. 20%, c'est une bonne chose. Mais ici, je pense que, vous savez, Ali Derasouba, quand nous étions encore enfants, il y avait ce qu'on appelle la Coupe nationale du progrès. Et on avait à l'époque de Félix Houphouët-Boigny une véritable bourgeoisie paysanne. Les Sansankwao, les Yao Fils Pascal, etc., etc. Et moi qui viens de la boucle du cacao, je sais de quoi je parle. Vous voyez, nos parents étaient des gens extrêmement épanouis, extrêmement riches. À l'époque, par exemple, chez moi, dans ma région, on disait Sikabutu, c'est-à-dire que l'argent est versé. Vous voyez? Donc, c'est pour montrer qu'il y avait une véritable bourgeoisie dans les choses sous l'ère Houphouët. Et puis, bizarrement, cette bourgeoisie a disparu. Aujourd'hui, c'est la misère totale. Quand vous partez dans nos villages, vous donnez 500 francs à un paysan, mais il vous donne une bénédiction ad vitam aeternam. Vous voyez? Et donc là, il y a des explications à faire. Pourquoi hier, nos paysans étaient extrêmement nantis et qu'aujourd'hui, ils ne le sont plus. Ils sont aujourd'hui de plus en plus pauvres. Il y a matière à réflexion. Autre chose, c'est que je vois une sorte de contradiction. Le parti au pouvoir actuel s'appelle le RHDP. Le RHDP est un parti libéral qui fait partie de l'internationale libérale.
Qu'est-ce que c'est que le libéralisme? C'est la libéralisation. C'est l'offre et la demande. Mais bizarrement, un parti libéral qui applique une méthode communiste. C'est quoi la méthode communiste? La méthode communiste, c'est quoi? Mais c'est ce qu'il a dit, le Conseil Café Cacao. C'est-à-dire la fixation des prix, le blocage des prix. Pour dire, bon, écoutez, nous, on vous donne un prix, on fait la stabilisation, de sorte que dans les moments vastes, on vous donne un prix, mais aussi dans les moments de vaches maigres, il est évident que nous allons soutenir ce prix. Mais ça, c'est une intervention de l'État. C'est ce qu'on appelle l'interventionnisme, l'État-providence. Ça, c'est une mesure anti-libérale. Je pense que la meilleure des choses à faire aujourd'hui, c'est de suivre l'exemple d'un pays comme le Cameroun. Vous voyez, tout à l'heure, avant de venir ici, j'ai regardé un peu sur le site de Sika Finance. Au Cameroun, dans le premier trimestre de cette année, le prix du kilo de l'or brun, c'est-à-dire du cacao, était à 5 200. Aujourd'hui, il est à 4 000. Vous voyez? Et nous qui sommes les premiers producteurs au niveau mondial, dans le premier trimestre, c'était 1 500 et maintenant, c'est 1 800. Mais pourquoi? Parce qu'au Cameroun, ce sont les paysans eux-mêmes qui se contentent de chercher leur acheteur. C'est-à-dire, le marché est totalement libéralisé. Je pense qu'il faut s'adapter au temps et prendre des exemples qui marchent et surtout sortir nos paysans de la paupérisation. Très bien. Anselme? Oula? Oui, M. Diarra-Souba. Je crois que c'est une nouvelle, c'est juste une nouvelle. Il faut aussi admettre que c'est une avancée. Une avancée, mais pourquoi je dis que c'est juste une nouvelle et rien d'autre? Je dirais même, comme certains le disent, ce n'est que de la poudre de perlimpinpin. Mais pourquoi nous le disons? Parce que l'État lui-même avait fait une promesse aux paysans, aux planteurs. L'État avait promis aux planteurs de payer 60% du prix mondial du cacao aux planteurs. Et quand on vient nous dire aujourd'hui que le cacao se paye à 1 800 francs, nous disons que l'État n'a pas tenu sa promesse. Il y a problème là. Il y a problème là. Vous voyez, ils vont nous dire que hier, c'était à tel prix, c'était cela. Mais, M. Diarra-Souba, nous sommes quand même le premier producteur mondial de cacao dans le monde. Est-ce que vous trouvez normal que des États, restons en Afrique, des États qui viennent après nous, je prends par exemple le Cameroun, dont il a parlé tout à l'heure, dont a parlé M. Kouao, qui est en 5e position. Est-ce que vous trouvez normal qu'au Cameroun, le prix du cacao soit plus élevé qu'en Côte d'Ivoire? Le Cameroun, qui est en 5e position, ne produit que 300 000 tonnes par an. La Côte d'Ivoire produit environ 2 millions de tonnes de cacao. Le Nigeria, qui est le 4e producteur mondial, qui produit 315 000 tonnes par an. Au Nigeria, là-bas, on achète ce cacao-là à 4 003 francs le kilogramme. Donc, il est temps que l'État de Côte d'Ivoire revoie sa politique de commercialisation du cacao. C'est important. Parce que nous vendons à terme, nous vendons avant la production. Donc, il est temps de revoir ça. Il est temps de revoir cette politique, faire en sorte que la gestion de cette filière-là soit confiée aux planteurs eux-mêmes. De sorte à ce que nous cessions de vendre à terme nos produits. Quand nous allons changer de système, vous verrez que désormais, nous serons à mesure de respecter nos engagements de 60% et même aller au-delà. Yacoub Doumbia? Oui, alors, vous savez, j'ai posé tout à l'heure un principe de base du débat relatif justement à la justification des arguments par des faits probants, relatif à la cohérence. Parce que la cohérence fonde la logique, la rationalité, la stabilité et même l'honnêteté. Et enfin, j'ai parlé de la transparence de l'émetteur. Le frère vient d'aborder un sujet très intéressant. Quand vous dites le frère, vous faites allusion à Je parle Oula, de M. Oula Anselme. Oula Anselme a abordé un sujet très intéressant. Lequel? Parlant de la libéralisation. Et je suis très bien placé pour en parler, justement. Dites-nous. En 2000, quand son parti était au pouvoir, il y a eu la libéralisation. Mais qu'est-ce que ça a donné?
En 2006, il y a eu un rapport d'audit de l'Union européenne sur la filière café-cacao. En 2006. Ce rapport de 200 pages, qui est consultable, tout le monde peut le consulter, avait relevé 3 grands dysfonctionnements sous leur régime. Le premier dysfonctionnement était d'ordre organisationnel. Le deuxième dysfonctionnement était d'ordre juridique et le troisième dysfonctionnement était d'ordre financier. En ce qui concerne le dysfonctionnement organisationnel, le rapport a révélé une floraison de structures. C'était l'époque florissante des CCC, la Bourse du café et du cacao, l'autorité de régulation du café et du cacao, le Fonds de développement et de production du café et du cacao, et puis le Fonds de régulation et de contrôle du café et du cacao. Le rapport dit que cette floraison de structures a rendu illisible la gestion de la filière au point où il n'y avait pas de statistiques fiables pouvant permettre d'évaluer le volume de cacao traité. C'est le rapport qui le dit, le rapport est disponible. Le rapport poursuit, toujours dans le dysfonctionnement organisationnel, pour dire que les directions générales de ces structures étaient en conflit permanent avec les conseils d'administration, les directions agissant sans se référer au conseil d'administration. D'ailleurs, cela ça a été illustré par l'achat d'une ferme, en fait, d'une structure de vente d'œufs. La BCC a acquis une structure de vente d'œufs. Une structure censée défendre les intérêts des producteurs se retrouve à aller défendre les intérêts des fermiers. Ça, c'était le deuxième niveau de dysfonctionnement en ce qui concerne le dysfonctionnement organisationnel. Le rapport a révélé encore qu'il y avait un sureffectif de ces structures. En plus, il y avait des gens qui n'existaient pas, qui étaient payés. Donc, il y avait un problème d'emploi fictif. Sur le plan du dysfonctionnement juridique, le rapport a révélé que ces structures fonctionnaient en dehors du cadre juridique pour lequel elles ont été créées. Donc, ces structures étaient des structures commerciales, mais percevaient des fonds de l'État. Et enfin, en ce qui concerne le dysfonctionnement financier, le rapport a révélé que sur 400 milliards collectés sur le dos des planteurs, seulement 130 milliards leur ont été rétrocédés. Soit 270 milliards sont allés directement dans les poches de ceux qui géraient ces structures. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport qui le dit. Le rapport de la Banque mondiale et du FMI, consultable toujours, dit en 2008 qu'il y a eu 400 milliards qui ont disparu des caisses de l'État. Qu'est-ce que la stabilisation nous a apporté? Qu'est-ce que la libéralisation nous a apporté? Absolument rien. Donc, vous avez beau jeu de venir vous asseoir et de dire que rien ne va. Non, frère. Et puis, je vais poursuivre en te disant que ça n'a rien à voir avec la rocambolesque affaire de l'usine de Fulton, dans laquelle 100 milliards de nos francs ont disparu. Tout le monde est témoin de ça ici. Donc, en matière de bonne gouvernance, vous n'avez pas de leçon à donner. Et parlons maintenant du cas du Cameroun. Le Cameroun produit, lui, il a dit 300 000 tonnes. 300 000 tonnes, c'est quasiment la moitié de la production de Diokwe. La moitié de la production de Diokwe. La Côte d'Ivoire a fait un choix. Et le choix, c'est de baser son économie sur l'agriculture, notamment sur la production cacaoyère, qui est quasiment de 2 millions de tonnes. On ne peut pas jouer avec ça, qui nourrit autour de 9 à 10 millions de personnes. Donc si on ne met pas en place une politique censée protéger ces paysans et ces non-planteurs, mais ça peut dégénérer, ça peut créer des situations incontrôlables. Donc l'État a décidé de créer le Conseil Café-Cacao parce qu'on allait à la libéralisation, on a vu ce que ça donnait. Aujourd'hui, on est au niveau du Conseil Café-Cacao. Donc on a stabilisé les prix pour permettre aux populations de garantir un prix minimum. Et puis je vais terminer par là, très rapidement en disant qu'en réalité, le fait que les coûts ou le prix du cacao soit monté sur le plan international, mais ce n'est pas fait ex nihilo. En 2017, je dis bien en 2017, vous pouvez fouiller, vous pouvez vous documenter. En 2017, il s'est trouvé qu'il y avait une surproduction au niveau de la production cacaoyère sur le plan mondial. Du coup, les prix avaient chuté. Là, le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui font 60% de la production mondiale, étaient obligés à un moment donné de s'asseoir et de réfléchir pour trouver une solution à ce problème. Et qu'est-ce qui a été décidé? De faire en sorte qu'il n'y ait plus de production nouvelle. Donc depuis 2017-2018, il n'y a plus de semences qui ont été distribuées. C'est pour permettre de stabiliser la production et faire en sorte qu'il y ait, en ce qui concerne le coût au niveau mondial, qu'il y ait une sorte de surenchérissement. Et d'ailleurs, je le dis, on pourrait reprocher à la Côte d'Ivoire certainement d'appauvrir ou d'avoir un prix bas, si et seulement si la Côte d'Ivoire était le seul dans ce domaine, mais la Côte d'Ivoire et le Ghana qui sont les deux producteurs, les premiers producteurs mondiaux de cacao, ce sont les deux qui se sont associés et qui ont décidé justement de mener une politique commune pour stabiliser les prix et sauver les populations.
D'accord. Donc, une question. Professeur Henri Ba, non, s'il vous plaît. Non, on n'a plus de temps, malheureusement. Il dit là que le libéralisme est une idéologie. S'il vous plaît. Non, le libéralisme, c'est pas une... Non, Yacouba, vous n'avez pas le droit de répondre. Professeur Ba, allez-y. Oui, en fait, très rapidement. Je ne maîtrise pas ces rouages économiques et ces systèmes de vente, mais dans leur intervention, il y a deux choses qui m'intéressent. C'est la dimension politique. Je fais le constat que les partis de gauche socialistes, communistes, auraient appliqué une mesure du libéralisme et les libéraux auraient appliqué un mécanisme. Et je vois cette querelle qui, de mon point de vue, n'a pas son sens. Le premier constat c'est cela le constat. L'analyse que j'en fais, c'est que aujourd'hui, du point de vue politique, les frontières disparaissent entre la gauche, la droite, le libéralisme et le socialisme. Ce sont des anciens clichés parce que chacun des partis aujourd'hui au niveau international utilise dans le camp de l'autre, dans l'idéologie de l'autre, ce qui peut marcher. Et donc, de mon point de vue, la contradiction n'est pas à ce niveau. Ouais. Deuxième élément, la question serait, qu'est-ce qui est bon pour les producteurs? C'est ça. Quand j'écoute Khalil Koulibaly, quand j'écoute Doumbia, j'ai le sentiment qu'on est dans une approche pragmatiste où on a utilisé, les socialistes ont utilisé une stratégie des libéraux qui n'a pas marché à cause des acteurs. Et donc, eux, ils prennent une stratégie des socialistes. La solution pour moi serait d'abord, qu'est-ce qui est bon pour les producteurs? D'accord. Ce qui est bon pour les producteurs, on l'applique. Et comme ce sont des hommes qui avaient détourné, si cela est vrai, dans le système, nous maintenons le système libéral, mais nous avons des hommes de qualité qui ne vont plus détourner ces fonds pour que ça puisse servir aux planteurs. L'idée n'est pas de dire, vous l'avez fait et l'argent a été détourné. Ça veut dire que l'argent était là, ça devrait aller aux producteurs, mais ce n'est pas aller aux producteurs. Et aujourd'hui, l'État décide, sous un système libéral, d'être l'État protecteur. Moi, j'aurais proposé, si les libéraux sont conscients qu'il y a eu des milliards qui ont été détournés et qui auraient pu servir aux producteurs, que les libéraux appliquent cette mesure libérale, mais qu'ils prennent des hommes de qualité qui ne vont plus détourner, qu'ils prennent des mesures qui ne vont plus permettre ces détournements de fonds pour que les producteurs qui sont nos parents puissent en bénéficier plutôt que d'être un État qui soit l'État protecteur dans un système libéral. Très bien, on a la chance d'avoir un ingénieur de technique agricole qui nous a rejoints, dont le travail essentiellement, c'est d'acheter, c'est du négoce. Pas totalement, mais en relation, oui. Effectivement, oui. Alors, moi, déjà, pour le prix, je dirais que le prix, ça dépend de pour qui le prix est bon. Pour le producteur, dépend de là où on se situe. Là où on se situe. Le producteur, effectivement, 1800, ça peut être un bon prix pour lui parce que l'année dernière, il avait 1000 francs. Donc, de septembre 2023 à septembre 2024, il a 1800. Donc, pour 2,5 tonnes, il avait 2,5 millions. Aujourd'hui, il a 4,5 millions de francs. Pour l'acheteur, ça peut être compliqué parce que pour avoir 25 000 tonnes d'achat, on dépensait 25 milliards et maintenant il faut dépenser 45 milliards. Est-ce que les banques vont soutenir les acheteurs locaux aussi qui ne sont pas financés? Donc il y a un peu toute cette organisation à voir. Non, ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt des planteurs. D'accord, alors dans l'intérêt des planteurs, je regrette effectivement que les gens du CCC ne soient pas là parce que il faudrait qu'ils puissent expliquer concrètement aux planteurs qu'est-ce que signifie la stabilisation, comment est-ce qu'ils font les mises en marché de leur production, comment est-ce qu'ils font pour avoir le prix CAF et à partir de ce moment-là, comment ils déduisent. Bon, après, il y a le calcul du différentiel qui se fait et on voit, je veux rectifier, il y a aujourd'hui, c'est 65%. Les 1800 représentent les 65% du prix CAF qui est de référence, qui est 2700 francs, donc ils ont eu 1800, donc ils ont respecté donc, du coup les 60% de promesses. Par contre, le prix CAF de référence ne correspond pas, à mon sens, à ce qu'aurait pu être un prix CAF par rapport aux mises en marché que le CCC a mis depuis sur son site et même par rapport au cours du cacao. Je voulais faire aussi un plaidoyer pour les producteurs. Allez-y. Parce que ce qui se passe, notamment dans la commercialisation intérieure du cacao, c'est quand même assez... Déjà, le sac, la sacherie, le sac de cacao qui est utilisé par les producteurs, il fait 400 grammes. La tare est faite à 1 kg. Donc il y a déjà 600 grammes qui sont dans le vide, qui sont pour l'acheteur. Ensuite, quand ce producteur qui n'a pas de sac de jute, parce que c'est le sac de jute qui est conseillé, il prend les sacs qu'on appelle les sacs Boro, les sacs en sachet, en plastique, on lui fait une ponction de kilos. Je prends un exemple. Vous arrivez, par exemple, avec 7 gros sacs de Boro pour pouvoir le vendre. On vous donc, déchire les sacs de Boro, on les met dans des vieux sacs de jute et ça vous fait beaucoup plus de sacs de jute et on vous enlève. Par exemple, vous avez 7 sacs de Boro, vous les envoyez et ça vous fait 11 sacs de jute. On vous enlève 11 kilos au lieu de 7 kilos qu'on aurait pu vous enlever. Donc, il y a déjà ça. L'État doit pouvoir
je ne sais pas comment est-ce qu'il va faire, mais pouvoir contrôler le fait que le producteur doit d'abord pouvoir avoir les sacs pour lesquels il est ponctionné. Il est ponctionné pour des sacs. Il faut qu'il reçoive les sacs avant les cabossages pour qu'ils mettent ces sacs dans des sacs de jute et pas qu'ils soient encore obligés d'acheter des sacs de Boro à 300 ou 400 francs pour pouvoir encore mettre son cacao dedans. Ce qui fait que même le sac le cacao dans les sacs de Boro, il altère la qualité du cacao. Donc le producteur peut être doublement perdant s'il continue d'utiliser ce genre de sacs. Donc il faudrait, pour avoir du cacao de qualité, régler aussi ce problème. D'accord, voilà. J'ai une question à vous poser. Nos chemins se sont croisés à la faveur de la Journée nationale du cacao et du chocolat. Oui. Donc vous y étiez, je vous ai vu de mes propres yeux. Selon vous, quel a été le ressenti des planteurs à l'annonce de ce prix de 1800 francs CFA pour le kilogramme Borchamp? Alors, les planteurs s'attendaient à un prix qui serait un peu plus élevé. Mais par contre, comme c'est un prix qui est un peu plus élevé que celui de l'année dernière, ils le prennent. Voilà, ils savent que, comme j'ai dit, si tu fais une tonne, tu as 1 800 000. Avant, tu allais avoir 1 500 000. Donc, il y a 300 000 francs de plus. Mais ils s'attendaient un peu plus, surtout par rapport à tout ce qui est dit Cameroun et tout ça. Mais c'est pour ça que je veux que le CCC vienne expliquer concrètement aux gens et pour que les producteurs comprennent. Pourquoi on arrête effectivement de faire la comparaison entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire? Parce que ce n'est pas le même système de vente. C'est un système stabilisé où on fait... Oui, mais après... le système stabilisé peut protéger aussi le producteur. Il faut peut-être trouver un système hybride. En quoi est-ce qu'un système stabilisé protège le producteur? D'accord. Vous avez un producteur qui a son cacao sur l'arbre. D'accord? Entre la récolte et les cabossages et même la fermentation et tout, il se passe 2-3 semaines. Mais imaginons qu'on dise, si c'est un système libéral, que le prix aujourd'hui, il est 1000 francs. On le vend à 1000 francs. 2 semaines plus tard, quand il a son cacao prêt, parce qu'il y a tout le monde qui a du cacao, il tombe à 300. Comment est-ce que le producteur comprend que moi, je suis allé couper mon cacao parce qu'on disait qu'il était 1000 francs et aujourd'hui, il est 300. Alors que aujourd'hui, le système stabilisé garantit au producteur tout le temps de la campagne le même prix. Donc, il peut écabosser son cacao à n'importe quel moment, il aura ses 1800. En tout cas, si le système est bien régulé. Donc, 1800, tu coupes tes cabosses, tu les écabosses, tu fais la fermentation, le séchage, on te l'achète à 1800, quel que soit Alpha. Par contre, si c'est dans un système libéralisé, les prix vont donc fluctuer. Tu peux ne pas avoir le prix dans un sens comme dans l'autre. Aujourd'hui, on parle du système libéralisé parce que les cours sont à la hausse, mais si les cours étaient très bas, on aurait vu que ce ne serait pas à l'avantage des producteurs. Geoffroy, vous avez une question? Je peux poser une question. Allez-y, allez-y. Oui, regardez ce que vous dites. Comment se fait-il que le paysan camerounais, lui, arrive à comprendre les mécanismes du libéralisme et que le paysan ivoirien serait incapable de comprendre cela? Alors, c'est parce que, d'abord, le cacao, c'est un enjeu national. Est-ce que l'État fixe le prix de la tomate? Même le même producteur de cacao, est-ce que l'État fixe sa banane? Il coupe la banane, il la vend au prix qu'il veut. Donc, il fait peut-être comme le producteur camerounais. Mais le cacao, aujourd'hui, les 2 millions de tonnes de cacao, c'est un enjeu national. Donc, l'État a le devoir de pouvoir s'impliquer dedans. Maintenant, comment il s'implique, c'est à discuter, mais c'est déjà de la responsabilité de l'État. C'est pour cela que vous avez souhaité qu'on invite les gens du Conseil. Il faudra de la transparence sur ce sujet, parce que c'est un peu trop opaque. Donc, tout le monde dit ce qu'il a envie de dire en fonction de ses connaissances, en fonction de ce qu'il ne sait pas. Mais il faudrait que le Conseil Café Cacao, au cours d'une émission ou au cours de quoi que ce soit, vienne expliquer concrètement, nous mettons en marché du cacao pour les producteurs, voici comment nous procédons, voici ce qui se passe, voici. Et tout le monde pourra dire aujourd'hui, parce que mettre en marché 2 millions de tonnes et 300 000 tonnes au Cameroun, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes enjeux. Donc, je pense que l'État n'est peut-être pas impliqué dans la vente. Je ne connais pas le système de commercialisation du Cameroun, mais l'État n'est peut-être pas impliqué de la même façon dont l'État de Côte d'Ivoire est impliqué dans la situation du cacao. Parce qu'il faut savoir aussi que le cacao permet à la Côte d'Ivoire d'avoir des devises étrangères. Et c'est très important pour l'État. Ensuite, ce que je voulais terminer, c'est que ce que j'ai un peu déploré, c'est que malgré l'initiative Côte d'Ivoire-Ghana, il n'y a pas une annonce commune. Peut-être que dans les prochaines années, ça va se faire, mais au moins une annonce commune entre la Côte d'Ivoire et le Ghana pour annoncer automatiquement, simultanément, les prix. Ensuite, je voudrais revenir sur une chose, sur la contrebande. Alors, il faudrait vraiment que l'État mette en branle les services de défense et de sécurité pour qu'on n'ait plus de contrebande. S'il y a un même prix entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de contrebande. Donc, on ne vend pas d'une frontière à une autre. Mais par contre, du côté des autres frontières, il y a de la contrebande. Donc, ils viennent acheter du cacao sur place, ils vont au-delà des frontières, ils passent par des routes. On les voit. 30 remorques de cacao ne peuvent pas disparaître comme ça dans la nature.
Donc il faudrait vraiment Oui, mais parce qu'au-delà des frontières, les prix sont meilleurs. Donc oui, le paysan va là-bas. C'est ce que je dis. C'est aussi Alors, simple que ça aujourd'hui. Pour la contrebande, ça se faisait aussi du Ghana à la Côte d'Ivoire. Si vous avez 1000 francs au Ghana et 800 francs en Côte d'Ivoire, les gens vont vendre à la frontière, ils vont aller vendre au Ghana. Mais si vous avez 1000 francs, si vous avez 1000 francs en Côte d'Ivoire et 800 au Ghana, ils vont venir ici. C'est le truc qui est là. Donc si vous n'avez pas les mêmes systèmes de vente, c'est normal qu'il y ait de la contrebande parce qu'il y a quelqu'un dehors qui, lui, veut acheter le cacao parce qu'il vend en spot et l'autre, il a vendu à terme. C'est pas le même. Donc il faut trouver un système hybride, transparent, qui sera expliqué aux producteurs parce que c'est eux qui produisent. Rien ne leur est dit. Bien sûr. Rien ne leur est expliqué. Tout le monde dit. Aujourd'hui, si demain, on se dit, et puis je vais rectifier aussi quelque chose, si demain on se dit qu'on libéralise et que les cours chutent, mais on sera à payer le cacao à 200 francs et on va dire que le prix n'a pas marché. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez rectifier? Ensuite, par rapport aux distributions de plants. Alors, il faut savoir que depuis très longtemps, les chocolatiers ont vu qu'il y avait une baisse de la production. Donc, comme eux, leur avantage, c'est aussi qu'il y ait du cacao, ils ont entrepris des programmes de durabilité pour pouvoir régénérer ces plants. Donc, le CCC, effectivement, a fait arrêter toutes ces distributions de semences, mais aujourd'hui, c'est repris, mais de façon contrôlée. On essaie de contrôler un peu ces distributions de semences. Très bien. Alors, je veux bien vous donner la parole, Geoffroy Julien. Une dernière question, monsieur. Sauf que, non, on n'a même plus le temps. Ah, d'accord, allons-y. L'émission doit prendre fin à 22h05. Il est 22h07. On a déjà débordé de 2 minutes. Ce qui veut dire que le dernier sujet au menu de cette émission sera abordé certainement le dimanche prochain. En tout cas, qu'il me plaise de vous dire merci d'être venu faire le débat. Yacouba Doumbia, Khalilou Koulibaly, professeur Henri Barr, Martial Kobri, Oula Anselme, Geoffroy Julien Kwao. Merci d'être venu. Merci à tous les téléspectateurs et internautes qui nous suivaient. Dans le live Facebook, en ce moment, vous êtes près de 5000. Vous étiez un peu plus de 7000 il y a peu. Et plusieurs dizaines de milliers sur notre application NCI. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Professeur Henri Barr, Geoffroy Julien Kwao, vous êtes réquisitionné d'avance pour le dimanche prochain. Votre agenda vous l'autorise? Oui, parfait. Et je voudrais profiter en même temps de votre émission pour saluer tous les téléspectateurs ivoiriens, et surtout de la diaspora. Ils ont été des milliers à me demander pourquoi je ne suis pas là. Est-ce que j'ai été sanctionné ou pas? Non, je n'ai pas été sanctionné, mais il y avait des contraintes professionnelles. Il n'y a pas de sanction à NCI 360, soyez-en rassurés. Et nous-mêmes aussi, on a essayé d'avoir Geoffroy Julien Kwao, malheureusement, qui n'était pas disponible. En tout cas, merci beaucoup d'être venu faire le débat. Merci à vous, messieurs. Excellente fin de soirée, excellent début de soirée, de semaine. Merci. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci. Martial Kobri. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous a été présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien.